Bienvenue à tous sur Un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéphilie alternative année après année. Je m'appelle César, je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César. Et avec Ben qui fait partie de l'équipe désormais. Salut Ben. Salut César, salut Beryl. Chaque podcast présente une année cinéma. On parle des films à voir, du film dont on estime que l'on a trop parlé et on finit avec le top de l'année. Tout est subjectif. Ce ne sont que nos avis. C'est parti pour 1972. Démarre avec les films à voir dans cette année 72, une très belle année, plusieurs chefs-d'œuvre, des films qui ont marqué les spectateurs du monde entier depuis 50 ans. En belle de l'année, un petit bébel remake de l'un de ses précédents films, Un nommé la Roca. Jean Becker a cédé sa place à José Giovanni, un tout petit réal qui ne tournera avec Bébel que ce film. Il tournera son meilleur film l'année suivante, mais on en reparle très vite. Alors que dire sur ce petit film de gangster tourné à Marseille? Un petit divertissement, c'est honnête, mais ça ne transcende rien, Meryl. Ouais, un petit Bébel et surtout un petit Giovanni, parce que c'est lui qui est à la réal et au scénar. Le tandem Constantin Belmondo fonctionne bien, c'est pas le souci. La réal, c'est cool. Le gros point noir du film, en fait, c'est l'histoire. C'est le scénar, l'histoire qui est pas très très intéressant. Donc j'ai encore en mémoire. Moi, c'est le premier film que j'ai regardé de la liste. Donc, toi, je l'ai regardé il y a plus d'une semaine. J'en ai que très peu de souvenirs. Je me souviens de la scène de déminage sur la plage. Les scènes du début quand il commence à flinguer les gens, etc. Mais bon, sinon, c'est pas un truc qui m'a passionné. Et d'ailleurs, on en discutait avec Ben et il m'a fait remarquer que la musique. Qui était de Roubaix, qu'il appréciait la musique. Moi, tu vois, elle m'était même pas restée dans les oreilles, quoi. On peut quand même l'écouter, un petit extrait de Léa Schkoumoun, François de Roubaix. Moi, j'adore la musique, tu vois, je trouve que c'est le plus grand point fort du film. On en écoute un petit extrait. Et donc Ben, ce qu'on peut dire, c'est que Bébel n'est pas forcément à l'aise dans le film. Bon, il y a la beauté de Claudia Cardinal, le film est pas très original, pas très bon. Voilà, un petit film du dimanche soir sur TF1 Ciné Dimanche. Qu'est-ce que tu penses de La Schkoumoun? J'en pense comme vous deux. Moi, j'en reviens dessus. J'ai regardé Un nommé la Roca, j'avais pas vu, qui est franchement bien mieux que La Schkoumoun. Vanek, Bébel et je ne sais plus que Christine Kaufmann. Ouais. Ça marche bien mieux que les trois dans La Schkoumoun. Moi, je trouve ça marche vraiment pas. Giovanni Becker. Je pense qu'il y a un conflit entre les deux parce que Giovanni est scénariste sur La Roca et a écrit le bouquin. Parce qu'en fait, c'est quand même adapté d'un bouquin de Giovanni. Ouais. Et je pense qu'il y a une guéguerre entre les deux. Donc Giovanni a voulu refaire son film 10 ans après. Il l'a mal fait. À la limite, il aurait dû laisser le Becker qui était bien mieux. En gros, trois parties dans le film. La première, Bébel dézingue un mec, devient parrain à Marseille. Voilà, t'as fait le tour de la première partie. Deuxième, la prison, la seule partie valable du film, comme Meryl disait, avec quelques scènes un peu à la Papillon. Et la troisième partie, Bébel reflingue un mec et devient parrain à Paris. Et si juste j'ai noté qu'il y avait quand même une apparition de notre GG national. Depardieu, qui ouais. fait une apparition de 1 minute à tout casser, qui est pas terrible d'ailleurs. Donc la musique, vous parliez de la musique. Moi, j'adore la musique, sauf qu'elle a rien à foutre dans ce film, quoi. Le film, il faut vous rappeler, ça se passe en fin des années 30, début 40. Et là, tu as une zik complètement psyché avec des synthés analogiques. Enfin, une super zik, mais qui n'a rien à voir là-dedans. Les blacks, si vous voyez, quand les blacks débarquent dans le film, il y a tout le temps une grosse zik groovy de dingue derrière. Et les gars, on est en 39, quoi, quand ça se passe. Voilà, donc moi, ce film est pas bon. Je trouve que c'était dommage d'avoir fait un remake de La Roca qui était suffisant au cinéma français. Et une bonne zik, mais mal utilisée. Grosso modo, j'ai fait le tour. Ouais, je voulais juste mettre un petit point sur un acteur que j'adore, qui a un second rôle, c'est Michel Perlon, qui joue l'élégant dans ce film. Et
Ouais, et ben, j'adore ce mec qui a toujours une tête de mec qui va dénoncer les juifs. Je le trouve excellent. Il est toujours très méchant, toujours très vicieux. Bon, voilà, c'est la petite note en plus. Mais c'est Ah, vrai que Constantin là-dedans est très mauvais. Bon, il a pas toujours été bon, Constantin, mais là-dedans, il est pas à son aise. Ouais. Donc voilà, Lâche Koumoun, petit bébel, il fallait bien en placer un. Ouais, on peut peut-être juste préciser que ça parle un petit peu des Ardennes et de nous. Alors oui, on est tous les trois Ardennais, ouais, effectivement. Donc vas-y, Meryl, je t'en prie. Non, non, bah, simplement à un moment, Bebel dit qu'il va rejoindre son régiment Ouais, et que voilà, on était ça à se la trouve, mode à ça l'époque. se c'est vrai, trouve on l'est toujours, hein, c'est vrai. Plein de gens passaient par chez nous. Tous les 10 ans, on a une vague de mode chez nous, mais bon, voilà. On va passer au deuxième film, Aguirre ou la colère de Dieu, un film de Werner Herzog avec Klaus Kinski. Alors moi, je suis pas un grand fan d'Herzog en premier lieu. C'est un film où je m'assoupis fréquemment, mais je l'ai mis dans la liste de films à voir parce que je trouve l'image absolument sublime. Qu'est-ce que vous pensez de ce film l'un et l'autre? Alors je vais commencer parce que je pense que Ben va faire une demi-heure. Bon, 8 pour l'image, hein, sublime, ouais, ouais, bon, après, oui, ils en ont tellement chié dans le tournage que, quand tu vois les conditions au niveau du tournage, oui, voilà, Éprouvant. c'est éprouvant, exactement. Dès le départ, hein, de toute façon, tu sais, la scène quand la rivière est déchaînée, etc. Tu te dis que c'est pas possible qu'il y ait eu d'accident et puis que même en chie, ça soit sur leur visage, hein, de toute façon. Après, c'est bien Ouais. parce que bon, ben voilà, c'est ce qui te plonge directement dans le film dès le début. Et puis, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais et c'est ce qui fait que tout l'intérêt du film, moi je trouve, c'est que tu t'es emporté dans sa folie, quoi. Tu deviens fou avec lui. Et d'ailleurs, il crève tellement l'écran qu'il efface un petit peu, il efface carrément les autres acteurs, hein. À part peut-être les nanas qui s'en sortent pas trop mal, les autres ne sont que. Oui, oui. Non, mais il est Oui, il possédé, est possédé, Klaus mais Kinski, voilà, de tu toute vois, façon, du dans coup, ce les film. autres ne sont que ses faire-valoir. Bon, en même temps, de toute façon, le truc tourne autour de lui, hein, ça c'est clair, hein. Après, moi, les seuls souvenirs que j'ai de ce gars-là, c'est même pas dans des films, c'est surtout dans des interviews où il pète les plombs, où il se barre, etc. C'est peut-être sa façon de jouer. Ouais. Alors Ben, je crois que toi tu aimes le film. Moi, je voulais juste te lancer là-dessus. Moi, quand je l'ai revu là, je me suis dit, on dirait que tu vois, on a envoyé une caméra au XVIe siècle et qu'il y a un mec qui a filmé ça sur le vif. On dirait un vrai reportage sur le XVIe siècle. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pensais Herzog. T'as bien résumé le truc, hein. Herzog, c'est à peu près ça. Ce que j'en pense, moi j'adore. J'adore ce film, je l'ai vu peut-être 10 fois. On a parlé hier soir longuement avec Meryl. Pour moi, c'est un espèce de rêve éveillé, tu sais. Genre, à la fin, les mecs, ils savent même plus. Les acteurs, ils savent plus s'ils sont dans le film, s'ils sont. La première scène, surtout la première scène. Moi, j'ai re-regardé. J'ai bien fait mes devoirs cette fois-ci. J'ai re-regardé Ennemi intime avant. Parce qu'il est Ouais. hors de question que je re-regarde Aguirre sans avoir revu ça. Et Kinski est complètement fou. Alors, Alors précise, un documentaire ennemi intime. Vas-y, je te oui, laisse en pardon, parler. documentaire sur Herzog et Kinski sur l'espèce d'amour vache entre les deux. Et Kinski pète les plombs tout le long sur ce film. Il en parle longuement, Herzog, dans le truc. Genre la première scène qui pour moi, est quasiment tout le film, c'est la scène où les mecs descendent le Machu Picchu, la brume sur le Ouais. côté. En fait, cette scène, on disait hier, il aurait pu attendre 50 ans sans jamais avoir cette prise de vue. Il a eu vraiment le coup de cul. Ils n'ont pas pu tourner pendant 1 ou 2 jours parce qu'il y avait de la brume. Et quand la brume s'est levée, il a eu ce plan magnifique qui dure. Incroyable. Brume qui se sépare en deux. Voilà, et qui fait que Kinski pète déjà un plomb d'entrée. Parce que Kinski voulait qu'on voie sa tronche et qu'il y ait une photo avec sa tronche et le Machu Picchu derrière, genre carte postale. Et donc Kinski a commencé à faire chier dès le début sur ce film. Petite anecdote, Herzog à un moment quand il veut se barrer, il lui dit bon ben c'est tout, tu veux te barrer, barre-toi. Maintenant j'ai un flingue, j'ai 9 balles, il y en a 8 pour ta gueule et il y en a une pour moi à la fin. Ce qui a apparemment un petit peu calmé Kinski en début de film. La zik, Popol Vuh, je sais pas si t'as jeté un coup d'œil, les mecs qui font la zik, la BO de ce film est fantastique. Ouais, par moment, t'as l'impression qu'il y a une guitare avec une reverb shimmer. Ouais, il y a déjà des effets de dingue. Mais Popol Vuh là, donc c'est des Polonais, je crois, qui sont très trip, comment on appelle ça, ambiante aujourd'hui. Ouais. Mais là, on parle de 71, quoi, des mecs qui faisaient déjà de l'ambiante. Après, donc, je suis perdu dans mes notes. Le joueur de flûte, Ah oui, le joueur de flûte, pardon, que j'avais zappé, qu'il a pris d'ailleurs avec plein de gens. En fait, il intégrait des gens au casting au fil des jours.
Ouais, de toute façon, c'était encore un tournage fauché, ce truc-là. Ouais, je crois que c'est 65 000 $, un truc comme ça. Mais tu vois, celui par exemple, moi ça m'a fait marrer, celui qui joue de la flûte, tu lui retires toutes les dents, tu en laisses une, c'est le mec qui a dans la chèvre, quoi. Tu sais, celui qui gueule, qui crame dans le lit, là. Mais... Ce qu'il faut dire, moi, je poursuis ce que disait Ben sur Ennemi Intime, c'est que les Indiens, justement, dont tu parles, les autochtones sur le film, détestaient aussi Kinski parce qu'il est traumatisé, il leur hurlait dessus à longueur de journée. Ils avaient même été voir Herzog. Ouais, ils avaient dit on peut le buter, nous. Il n'y a pas de souci, on s'en débarrasse dans la forêt, il n'y a pas de problème. Donc voilà, la haine était totale sur le tournage. Remettre aussi un petit coup, voilà, tu l'as dit, Ben, hein, le plan sur le Machu Picchu, il est incroyable, mais moi je trouve que tout le long du film, il y a des images comme ça qu'on a l'impression qu'on n'a jamais vu avant, qu'on verra plus après, une espèce de beauté à couper le souffle. Et voilà, moi rien que pour ça, je trouve que Aguirre, ça mérite d'être visionné. Après, comme je l'ai dit, je m'assoupis, on va pas se mentir, entre 2-3 scènes, mais quand tu te réveilles, t'as l'impression d'être dans un rêve. Il faut faire attention à ce que vous fumez, les gars, quand vous regardez ce film. Il y a des trucs qu'il faut pas... Après, est-ce qu'ils ont vraiment tourné dans la Cordillère des Andes? Si. Ouais. Parce que, est-ce que c'est, Si. t'imagines en 72, enfin déjà, de toute façon, c'est quoi? C'est une prod allemande, autrichienne, avec un petit budget. C'est 65 000, je crois. Ouais, enfin voilà. C'est allemand, ouais. T'imagines en 72, ça a dû être un petit apocalypse now, quoi, tu vois. Ça durait des plombes, les tournages. Ils vivent à 400 dans une espèce de bergerie. Mais c'est un truc de dingue. Herzog, sauf Kinski, bien sûr, qui lui veut pas rester avec les gens, mais tous les autres vivent à 400 dans une bergerie au milieu de la jungle. Enfin, il y a des araignées, des serpents, des trucs. C'est la folie, ce tournage, quoi. Tout le temps dans l'humidité, la flotte, la crasse. Ouais. Quasiment les conditions du film. Ouais. Pardon, tu voulais dire quoi, Ben? C'est en gros les conditions que tu vois les acteurs dans le film, c'est quasiment les conditions qu'ils avaient sur le tournage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, le film se termine sur le plan, sur la caméra qui tourne autour du radeau là, et tu le vois déambuler sur le truc. Enfin, le mec est vraiment au bout de sa vie, quoi. Il est aguerri. C'est pas, il le joue pas, il est aguerri, quoi. C'est Herzog qui le dit d'ailleurs, c'est pas moi. Ouais. Le mec est possédé, ouais, totalement. Bon voilà, Aguirre, en tout cas on vous le conseille, plutôt tous les trois. On va passer au troisième film. Alors là je sais qu'il va y avoir du grabuge. C'est Pink Flamingos, le gros morceau des films à voir qui a provoqué beaucoup de remous dans notre équipe. Troisième film de John Waters, mais premier film qui lui offre une vraie visibilité, un univers dont on peut devenir complètement fan, mais aussi qu'on peut totalement rejeter. Meryl, je crois que c'est ton cas. tu fais bien de commencer par moi. Alors moi déjà, John Waters, c'est pas vraiment un réalisateur que j'apprécie beaucoup. J'ai pas vu grand chose de lui. J'ai vu Cry Baby avec Depp et puis Serial Mother avec Kathleen Turner que j'aime bien, mais c'est que je suis fan de Kathleen Turner. C'est vrai, il en faut sur Terre. Voilà. Après, de toute façon, je crois que j'ai regardé, tu sais, même pas 30 minutes. J'ai arrêté à la scène où il y a une nana qui essaye d'en pénétrer une autre avec une poule ou un poulet. Moi, ça m'a suffi. Après, j'ai arrêté. Enfin, non, pour vraiment être exact. J'ai arrêté au moment où elle essaye de planquer du jambon entre ses cuisses. C'est du jambon, je crois, je suis pas sûr. Je sais plus l'ordre des scènes, mais en tout cas. Ouais, c'est des steaks, d'accord. Ouais, c'est des steaks, ouais. Ça change pas grand chose, surtout pas l'intérêt du film. Ouais. Je me suis dit, ça y est, je crois que j'ai trouvé tout ce que je n'aime pas aussi. Enfin, que je n'aime pas. Ouais, voilà, ma némésis, c'est ça, voilà. Tout ce que j'ai pas envie de voir dans un seul film. Voilà, moi, c'est même pire que de dire que c'est pas un cinéma qui m'intéresse. C'est surtout que j'ai même pas envie de voir ça parce que la vie c'est du temps de perdu. Regarder des films, ça prend du temps et ça fait chier de perdre du temps devant des trucs pareils. Alors si j'ai peut-être une petite anecdote, bon la musique est pas mal, mais je pense que vous allez en parler. Ouais. Mais si petite anecdote, le mec qui joue le rôle du trou du cul chantant là. Oui, c'est ça, a refusé d'être au générique. Donc je me dis, tu vois, putain, c'est cool. Au moins dans l'équipe, il y avait un mec qui était lucide et qui s'est dit, laisse tomber, ça va me pourrir ma carrière. Bon, alors ça, on a compris ton point de vue. Ben, est-ce que tu pourrais, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas du tout John Waters ni Pink Flamingos, comment on pitch ce film-là? Moi, je sais même pas comment le pitcher. Ah bah tu m'étonnes. Comment le pitcher? Moi, je pense à Striptease. Ouais. Il manque que la musique de Striptease et puis peut-être non. Moi, je sais même pas encore si je le déteste, ce film. Alors, effectivement, la zik, Marine en a parlé. Moi, j'adore la zik. J'adore toutes les zik des films de Waters. J'en ai pas vu beaucoup. Alors, j'ai vu Cry Baby, bien sûr, dans les années 90. Quand tu sors avec des ados, t'as pas le choix. T'es obligé de le voir. J'ai vu Hairspray. On en a parlé l'autre jour, César. C'est une soirée Canal dans les années 90 avec les petits trucs à gratter qui puaient. Et j'ai vu Dirty Shame, dont je parlerai même pas. Parce que pour moi, il est encore de la merde. Pire que Pink Flamingo. Mais ouais, je sais pas si ce truc. Alors, des gens disent que c'est un espèce de trip punk avant l'heure.
Mhm. Pourquoi pas. Je vais peut-être pas pitcher le, on va dire le scénar parce que si, allez, on va le faire. Donc, Divine, la belle Divine qui vit avec sa famille détraquée dans une caravane. Non, la sublime. La sublime Divine qui vit dans une caravane avec sa famille de déjantés. Donc, d'ailleurs, à Phoenix, dans le Maryland, qui est à côté de quelle ville, les gars? Pour les connaisseurs de Waters. Baltimore. Baltimore, exact. Et Ouais. voilà, et donc elle déteste, enfin non, c'est surtout, elle est détestée par, j'ai noté leur nom quelque part, les deux autres tarés du film, qui veulent prendre sa place de personne la pire de la planète, là. Mhm. Et voilà, hein, en gros, on a fait le pitch, on a fait le pitch du film. Alors, C'est affreux, salé, méchant. ouais, mais sauf qu'Affreux, ça les méchants est bon. Là, il n'y a pas la classe de Ettore Scola, si je dis pas de bêtises. Ouais, Euh, moi, tu vois, j'inverse. Moi, j'adore John Waters, j'ai du mal avec ce coup-là. Ok, ah ben écoute, hein, Ouais. heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord. Hein. Alors après, mon bel C'est vrai. côté scato, pourlingue, si j'ai quand même noté, moi, Michel Muller, tu le fais passer pour Garcimore à côté, quand t'as vu ce truc-là. Alors après, mon bel côté scato, pourlingue, si j'ai quand même noté, moi, Michel Muller, tu le fais passer pour Garcimore à côté, quand t'as vu ce truc-là. C'est vraiment, comment dire, il y a des travelots qui se branlent dans la rue, là. Qu'est-ce que j'ai ouais, du cannibalisme. Ah oui, si, du cannibalisme, il mange des flics. C'est le petit passage où, tu vois, j'étais content dans le film parce qu'il bouffe des flics. J'ai pas vu, moi, j'ai pas vu. Non, t'as pas vu. Ah non. Ah merde, dommage. Une belle pipe de Divine à son soi-disant fils aussi. Ouais. Et surtout la dégustation de merde de la fin qui est totalement inutile, je trouve, dans ce film. Enfin, c'est mon avis, hein, mais Ouais. en plus, c'est carrément au générique. Toi, c'est même plus dans le film. Mais C'est au générique. Ah tiens, on a oublié de vous montrer ça. Elle mange de la merde aussi. c'est la scène culte, hein, c'est la scène que tout le monde repasse à chaque fois pour faire des best-of de Waters. Ouais, mais c'est Non, ce mais- qui est non, mais tout débile. le monde. Qui tout le monde? Ah non, je t'assure qu'il y a une communauté de fous, de fans de lui, hein, c'est terrible. Tu vois, il a même sorti un bouquin, là, Aux States. Ouais, surtout aux États-Unis, mais là, il a sorti un bouquin qui raconte un peu sa vie, une espèce d'auto-bio où il se met vraiment pas en valeur, où il se déglingue un peu lui-même en disant que bon, il a toujours pris tout un tas de drogues, qu'il a fait de la merde dans sa vie, enfin bref. Non. Et en gros, dans le bouquin a été traduit en français, sorti en français, il marche en France. Donc tu vois, il y a quand même une communauté autour de lui. Ouais, alors en plus, alors, je sais pas si depuis il a travaillé sur lui-même, mais en plus j'ai regardé un petit peu des images, des extraits d'interviews. Il a un melon énorme en plus, ce mec-là. Hein, Prétentieux, c'est une horreur. C'est une horreur. Enfin, moi, la version que j'ai vue, il y a l'espèce d'interview à la fin, qui dure, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, qui est insupportable. Voilà, il est prétentieux. Enfin, après, ça retire rien au film. Moi, je dis finalement, je sais même pas si je le déteste ou si je l'aime bien. Ce film, c'est à voir. Là, je suis d'accord avec toi, ça. Il faut avoir vu ce truc-là. Ouais. Je t'avoue, je vais pas le regarder une deuxième fois tout de suite. Hein. Ouais. Ouais. Mais Je suis d'accord avec toi, mais en fait, si ce que tu veux dire, c'est qu'il faut avoir au moins vu le film une fois pour être sûr de plus vouloir jamais regarder aucun film de Waters, alors là, je suis Bah, pas d'accord. Justement, moi, Pink Flamingos, tu vois, je trouve que c'est loin d'être le meilleur Waters, vraiment de loin, mais c'est une bonne porte d'entrée pour savoir si on adhère ou non. Si on trouve ça à chier, on trouvera tout le reste à chier, je Ouais. pense. Et si on adore, on peut continuer à suivre sa filmo, parce que ça pue, ça soigne, ça gratte. Franchement, moi, à chaque fois que je regarde un John Waters, j'ai envie de me laver. Quand on en ressort, je me sens sale. Donc Pendant. voilà. Pendant même, Moi, oui, j'ai pendant. juste une petite réplique, enfin, qui pour moi vraiment fait bien le tour du film. Un moment quand il y a le trial à la fin, elle dit "You are guilty of assaultism". Et voilà, moi c'est exactement John Waters. Pour moi, il est guilty of assaultism. Ça reflète tout le film. C'est un pauvre taré, quoi. Ok, mais bon, on va pas se battre. Il y a un grand fan, bon, ça sert peut-être à rien de le raconter, mais il y a un grand fan de Waters en France qui a fait beaucoup d'émissions sur lui, de reportages, c'est Antoine Decaune. Voilà, qui l'a invité partout où il est allé. Voilà, bon, voilà, on vous a parlé de Pink Flamingos. Meryl déteste. Ben ne sait pas s'il déteste ou s'il trouve ça à chier. Bon, en gros, je te traduis. Et moi, j'aime bien. Voilà, on va passer à un autre film qui, à mon avis, qui va être plus dans le compromis. C'est Prime Cut, un polar rural tourné par Michael Ritchie avec un casting qui sent bon le vieux slip, Lee Marvin, Gene Hackman. Qui veut résumer ce Prime Cut appelé également Carnage lors de sa sortie française? Donc je disais, c'est l'histoire de Nick Devlin, joué par Lee Marvin, envoyé à Kansas City afin de récupérer de l'argent dû par Mary Jane, jouée par Gene Hackman. Et voilà, puis en fait, il va débouler dans Kansas City. En fait, sauf erreur de ma part, ils se connaissaient avant. Et lui, il était aussi. Alors, c'était où? C'était à Chicago, ouais.
Et lui s'est barré dans le Kansas et il a monté une sorte de mafia. Alors bon, c'est un peu trash parce que ils font des saucisses humaines, il a un abattoir, etc. Il vend des prostituées comme on vend du bétail. Enfin voilà quoi. C'est un petit côté malsain. Qu'est-ce que tu en as pensé, Meryl? Eh bien, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien kiffé le truc. Alors déjà, ça me fait plaisir parce que je crois que c'est le seul film où il y a quand même une course-poursuite de maçonneuse-boiteuse. Et ça, ça vaut son pesant d'or. Ah Non, ouais. ça m'a même fait plaisir de voir... Bon, alors déjà, c'est clair que il y a la gueule de Lee Marvin déjà. Et puis, bon, il n'a jamais eu autant de charisme que dans Delta Force avec Chuck Norris. Non, mais... Le pic de sa filmo. C'est carrément, ouais. Non, ça m'a fait un peu marrer. Pas marrer. Ça m'a fait plaisir de voir si se passait qu'ailleurs que dans Carrie. C'est un petit peu avant en plus. Et je l'ai trouvée vraiment, vraiment bonne. Ah ouais. Et je l'ai trouvée vraiment voilà, excellente et vraiment belle en plus. Ouais. Il y a un truc qui m'a fait plaisir aussi, c'est que tu sais, à la fin, quand lui il revient avec ses potes et qu'il a une mitrailleuse qui se battent dans les champs de blé et tout ça, ils ont pensé à lui mettre une sacoche pour les munitions. Ouais, c'est rare. Ouais. Et ça, tu vois, je me suis dit, bah, ça c'est bien cool parce que tu as tellement de films, et les mecs ils ont des balles illimitées et tout, donc bien vu. Et puis j'ai bien kiffé la scène de fin, tu sais, sous l'orage et tout, etc. Non. Le film n'est pas lent du tout, il est bien tourné, il est bien réalisé, les acteurs sont bons. Non, pour moi c'est un bon film, un bon polar à voir, quoi. Ben, ce qu'il faut noter, c'est que c'est le seul bon film de Michael Ritchie, parce que quand on regarde la filmo de Michael Ritchie, c'est une catastrophe. Il y a Golden Child avec Eddie Murphy, avec des merdes, avec Chevy Chase, entre autres. Et là, il a fait un film voilà, violent, avec des images improbables, du décalage. Qu'est-ce que tu en as pensé, Moi, toi? tout l'inverse de Meryl, en fait. Ah, Ah ouais. Non, moi, déjà, je pensais l'avoir vu, et finalement, en fait, je ne l'avais pas vu. J'avais vu Canicule. Parce que c'est quand même le podcast des remakes ou films qui ont servi à faire des remakes. c'est vrai. Et donc, moi, je me tape tous les autres films. Je suis désolé, moi, je regarde ceux de la liste, mais je me tape tous les autres. Et en fait, non, moi, j'ai vu Canicule, qui est aussi avec Lee Marvin, en fait, qui est un remake de ça français. Et Je vois, c'est. Ouais, je me disais bien, quand j'ai vu les énormes seins de l'affiche, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça que j'ai vu. Et ouais, non, c'était Miu Miu, en fait, dans la version française. C'est pour ça que ça m'a rappelé que c'était pas ce film-là, que je trouvais, en fait, aussi nul. Moi, ça, donc, Prime Cut, là, moi, j'appelle ça Redneck Connection, toi, pour notre bon Jen Ackman, parce que c'est quand même le film où tu apprends que dans le Kansas, tout le monde est blond. Voilà, il y a, tu vois, la scène de la foire, là, tout le monde est absolument blond, il n'y a rien d'autre. On se poignarde avec des saucisses. Ah oui, bah, c'est le final, tu me bouffes mon final. Merde, là. pardon. Bah, non, je déconne. non, mais c'est la vengeance pour la semaine dernière. Oui, normal. Et en plus, les pneus crissent sur la terre comme dans Derrick. Donc ça, c'est... Yes. Mais non, moi à retenir la première scène. Voilà, j'aime vraiment bien la première scène, tu vois, où là tu dis, wow, ça m'a envoyé du lourd, quoi. En fait, tu sais, ils font des saucisses avec le mec qui vient chercher le pognon. Ouais, voilà. Ouais. Et cette scène est fantastique. Moi, je trouve, toi, ça m'a vraiment donné envie de voir le film. Et quand cette scène a terminé, moi, le film a terminé. Après, Lee Marvin, ok, c'est Lee Marvin. Sauf que c'est vraiment pas le morphotype du gros bras irlandais, je crois, là-dedans. Ouais. Il le fait pas du tout dans ce rôle-là. Bon, après, tu lui rajoutes les pompes à Gainsbourg, dude. Et là, c'est la fin. C'est vraiment la fin de tout. J'ai vraiment rien noté là-dessus, tellement j'ai trouvé que c'était une merde, en fait. Si, moi, la scène de la moissonneuse-batteuse, là, c'est quand même un gros flashback à Hitchcock. C'est merde, je me rappelle jamais du... Ouais, la mort aux trousses. La mort aux trousses. La mort aux trousses, exactement. Ouais, j'ai bien aimé les tournesols. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que j'aime quelque chose dans ce film-là. Donc j'ai bien aimé les tournesols. Je trouvais qu'ils étaient assez jolis, les tournesols dans le champ. La fusillade de fin, pour moi, c'est atroce. Tu t'es fait chier pendant 1h20 pour te taper une fusillade de merde à la fin. Je dis donc, avec un mec où on termine sur un coup de saucisse dans le dos. Enfin, l'horreur. Ouais. J'ai mis des... Premier film avec un combat de saucisses. Oui, peut-être le dernier, cela dit. Ouais. J'ai mis un peu des plus, des moins. Des plus, non, en fait, j'en ai pas mis. Et des moins, la longueur, le film est plat. Et on n'a pas parlé de Solaris de Tarkovsky. C'est ce que j'ai mis dans mes moins. Mais non, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de ce film. Moi, ça va la pas. musique, alors, avant que tu reprennes César, la musique qui est vachement chouette et puis qui est composée. Alors moi je connaissais pas le mec, Lalo Schifrin, le mec qui a fait Lalo Schifrin, Meryl. ouais, le mec qui a fait Bullitt, l'Inspecteur Harry, Opération Dragon, Manix, Starkey Mission Hutch. Impossible. Dirty Ah ouais. Harry. On en écoute un extrait.
Et donc, après la musique de la loi Schifrin, moi je voulais juste revenir, tu en as un petit peu parlé Meryl, mais moi en fait j'ai mis ce film-là quasiment que pour cette scène-là, c'est la scène de foire aux bestiaux avec des femmes à la place des animaux, j'ai trouvé ça hallucinant, et je trouve que cette scène-là en fait elle sort du lot quand tu vois que t'as Gene Hackman et Lee Marvin dans ce film-là, tu t'attends pas du tout à voir une scène aussi glauque, aussi sordide et tout ça, aussi sale, et donc voilà, je trouve qu'il y a un petit côté série B décalé de limite d'exploitation que j'aime bien, avec des grands acteurs au milieu, bon, je trouve qu'il y a pas mal de défauts, et moi ce qui m'empêche de le classer vraiment dans des très bons films, c'est qu'il y a zéro implication émotionnelle. C'est vraiment une série B. Voilà, on regarde ça un après-midi quand il fait chaud et ça fait du bien. Mais bon, c'est une petite série B intéressante. Et pour dire coucou à Michael Ritchie, parce qu'à mon avis, on n'en parlera plus dans les podcasts à venir. Voilà, on va passer dans les films à voir toujours au Parrain. Donc le totem des cinéphiles, le film classé premier de tous les tops avec Citizen Kane depuis toujours. Et il arrive seulement dans les films à voir de ce top 1972. Je l'ai revu hier. Et j'avoue que je l'avais mis dans le top quand je vous avais envoyé la liste. Et ben en le revoyant, je me suis dit c'est pas possible. Je trouve ça très ennuyé, très bien foutu, très bien usiné, mais je trouve ça presque scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez? On va démarrer avec toi, Ben. T'as bien résumé le truc, ouais. Moi, pareil, d'accord. Caméra, tout ce qui s'ensuit, c'est Coppola, c'est parfait. Mais on se fait chier à mort, quoi. On se fait chier. Comment il s'appelle le dieu du cinéma, Marlon Brando, c'est ça, un truc comme ça. Ouais. Moi, déjà, franchement, c'est pas du tout mon acteur fétiche. Même, on en reparlera d'ailleurs dans pas très longtemps. Mais, tout à fait. Non, moi, je le supporte pas là-dedans. Non, ça passe pas, moi, Brando. Je vais un peu faire le même truc que je viens de dire il y a 2 minutes sur James Caan. Ça le fait absolument pas, James Caan en fils de la mafia italienne. Lui, à la limite, je l'aurais vu en gros bras irlandais dans le film d'avant, à la limite. Mais là, ça passe pas. C'est un super acteur, James Caan. Hein. C'est pas qu'il joue pas bien, mais ça va pas. Autant Pacino, le film est fait pour lui. De toute façon, même la saga, et je te laisserai parler de la troisième merde qu'ils ont fait. La saga est faite pour lui. Voilà, Pacino, il est parfait. Il est dans son rôle, comme on disait un peu pour Kinski, quoi. Le film est fait pour lui. Marlon Brando et James Caan, ils sont à contre-emploi là-dedans. Quand même, parce qu'il a fallu que je lui trouve quelques trucs bien, parce qu'on va pas se battre contre le monde entier du cinéma. La scène de la rencontre avec Solozzo au début, Duval, qui par contre, Duval, je trouve qu'il est super bien là-dedans. Ouais, de toute façon, il est tout le temps super bien. Mais Duval. surtout parce qu'il n'est pas censé être Ital. Ouais, c'est mais pour ça qu'il est bien. le mec qui fait Solozzo aussi est bon. Ouais, carrément. Tataglia, Solozzo, là, quand il bute le mec, là, quand ils étranglent le mec, cette scène est fantastique aussi, mais... À part 2, 3... Alors, la partie en Italie, moi, ça, je peux pas. Alors, quand on fera le deuxième, je serai malade, les gars. Hein, quand on fera le Parrain 2. Parce que là, le Parrain 2, on le fera pas, Ben. Ah, cool, merci. La partie en Sicile, là, c'est chiant à mort. C'est le truc, carrément, je la zappe. Tu vois, alors que je sais que les puristes vont dire, ah ouais, mais c'est là que... Ça sert à rien. Pour moi, tu peux zapper ce truc-là, t'as gagné une demi-heure sur le film. Ça te fait économiser de la bobine. Enfin, c'est... Non, franchement les gars, je vous laisse vous aller dessus, moi ça m'a vraiment pas plu. Je retire rien à ce film-là, hein, c'est Coppola, il a fait des chefs-d'œuvre après. Qu'on encense Coppola pour le Parrain, moi j'ai un petit peu du mal. J'ai dû passer à côté d'un truc, hein, certainement, vu que les champions du cinéma l'encensent, mais non, moi ça le fait pas, les gars. Justement, tu fais bien de dire ça parce que moi j'en ai un peu marre de ces films. C'est un peu pour ça qu'on fait ce podcast aussi. C'est les espèces de films totems. Voilà, on peut jamais y toucher. C'est gravé dans le marbre. C'est un chef-d'œuvre. Celui qui dit le contraire, c'est un mec qui connaît rien. Mais moi je trouve pas. Je trouve que quand on voit Le Parrain en 2021, on peut y trouver du plaisir. Il y a plein de gens qui adorent ce film-là, voilà, sans en faire des caisses, qui le trouvent très bien, qui trouvent ça passionnant, que l'histoire les intéresse. Super bien les scènes dans l'ombre. Les clairs-obscurs. Mais ouais, Marlon Brando, pour te rejoindre, il est caricatural, mais alors il en fait des caisses dans la voix, dans la façon de se... On a vraiment l'impression de voir un vieil acteur de théâtre français se caricaturer. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Et puis, c'est le genre de film auquel j'arrive plus à croire, un peu comme toi. James Caan, voilà, c'est très compliqué. Marlon Brando, on n'y croit pas. Et moi, le style pompier, le style gros sabot de Coppola, ça m'a toujours gonflé. Et je trouve que dans ce film-là, ça me gonfle aussi. Juste avant de te donner la parole, Meryl, je veux juste... Parce que là, on le taille un peu dans tous les sens. C'est pas du tout un mauvais film. Hein. C'est un film à voir pour la culture. Mais faut pas être fatigué. Moi, hier, je l'ai regardé avec un petit peu de fatigue. Ça arrive vite de somnoler. Meryl, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense tout le contraire de vous deux. Moi, le film, je peux carrément dire que je l'ai pris dans la gueule. Je l'ai tellement pris dans la gueule que... Alors, celui-là, il dure 3h20, un truc comme ça. Je l'ai maté... 2h50. Allez, 3h, je mets au milieu. Je l'ai maté et j'ai dû le finir vers 2h ou un truc comme ça, je sais plus trop. Et j'ai enchaîné le deuxième, que j'ai fini le lendemain, parce qu'il est très long aussi. Mais franchement, moi, je l'ai vraiment pris dans la gueule. C'est un
pur chef-d'œuvre. Tu parles pas du 3 C'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Moi, je pense même pas comme vous. J'ai trouvé James Caan plutôt juste, très très bon. Bon, Duval, de toute façon. Duval est toujours bon. Je pense que dans le premier, mais aussi surtout dans le deuxième, il y a au moins 30 acteurs de connus là-dedans, qui sont au démarrage, tu vois. Alors, il y a déjà tous ceux que Scorsese va reprendre par la suite dans tous ses films de mafieux, mais il y a vraiment énormément de second couteau, de troisième couteau, surtout chez les Rital, qui feront carrière après ça. Il y a Talia Shire qui joue Adrienne dans les merde. Rocky quand même. Ah, tu lui as piqué Ah, sa vache, réplique, dude. et qui est encore meilleure Désolé, dans le 2, où désolé. elle a encore un peu plus de place, et excellente. Dans Rocky 2 Elle est meilleure dans Rocky Et 2 elle est excellente dans le 3, où là, elle a carrément beaucoup de place. Mais non, elle est pas excellente dans le 3. Mais elle est très très bien. Et c'est marrant parce que j'avais vu ça quand j'étais plus jeune, moi je l'avais déjà vu bien sûr, mais je me rappelais pas qu'elle était dedans. Donc je l'ai reconnue tout de suite quand elle est arrivée. Mais en fait, ce film-là, je comprends que ce soit considéré comme un chef-d'œuvre. Alors moi, je suis pas du tout école de cinéma ni quoi que ce soit, mais c'est un petit peu comme Jaws, c'est-à-dire c'est un premier de quelque chose, ce truc-là. Tu vois, c'est un truc qui est arrivé et il a posé les bases de plein de trucs avec ce film. Moi, je trouve Brando excellent. Il crève l'écran là-dedans, mais notamment grâce à la façon de filmer et à la caméra de Coppola. Tu vois, parce que c'est vrai qu'il en fait pas des caisses. Il joue un peu tout le temps pareil, mais bon. En tout cas, je les ai tous trouvés très très bons. Le film dure, donc tu disais, un peu moins de 3 heures. Moi, je les ai pas vus passer. Franchement, Et tu vois, moi, la réflexion que je me suis faite, c'est que je l'avais pas vu depuis peut-être pas l'adolescence, mais j'avais dû le voir vers 20-22 ans, donc ça fait 15 ans. Et j'en avais un super souvenir. Je me rappelle que j'avais gardé ça en tête. Et là, en le revoyant adulte, je me suis dit, c'est un film, tu vois, un peu les films qu'on met quand on est ado et qu'on se dit, ça va me convaincre d'être un vrai mec, tu vois. Et en fait, quand t'es adulte, bah, tu te dis, ouais, non, si c'est ça, être un mec, je reste ado, ouais, c'était bien aussi. Voilà. Un petit mot sur la musique, si tu veux qu'on en lance un extrait. super musique, composée par Nino Rota, qui n'a pas eu l'Oscar pour le premier, mais qui a eu l'Oscar pour le deuxième. Alors on l'entend plus dans le deuxième de toute façon. C'est même seulement dans le deuxième, je crois qu'elle est chantée. Là, dans le 1, on se contente du... je pense. Au lieu de la faire à la bouche, Meryl, on en écoute un extrait. Je sais pas ce qu'il y a comme biopic qui ont été faits avant, mais je crois que c'est ça le truc. C'est un film qui déchire tout parce que c'est quand même déjà c'est une première de faire un biopic sur la criminalité. Je vais pas dire de bêtises. Scarface, mais le vrai Scarface. Howard Hawks. Celui des années 30. Si, il y en a déjà eu plein des trucs. Ouais, voilà. Des comme ça et qu'on fait un tel foin. Non, mais là où Meryl a raison, c'est le côté saga sur la mafia, c'était un peu une première. D'accord, sur le côté saga, Ouais. je d'accord. Mais je veux dire, des films sur la mafia, il y en a déjà eu plein avant. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu ce qui a rendu la mafia sexy, le parrain. Ouais, Tout le monde s'est dit, tiens, c'est pas mal de dézinguer des types, en fait. C'est très sympa. Et d'ailleurs, là, tu vois, il y a une vague de revival autour du parrain, parce qu'ils sont en train de tourner, je crois, et une série et un film sur le tournage du parrain. Voilà. Ils font une série à partir d'un film. C'est Oscar Isaac qui va jouer Coppola et c'est Jake Gyllenhaal qui va jouer le producteur Robert Evans, parce qu'a priori ils se sont frités pendant tout le tournage et donc ils vont faire un truc là-dessus. Ça donnera l'occasion à, je sais pas, ils vont peut-être mettre Michel Leb dans le rôle de Marlon Brando. Ça pourrait être très sympa. Voilà, il sera très bien là-dedans. Bon, alors voilà, le parrain, on a fait l'étape obligatoire de 1972 et on finit avec un film que je vous avais soumis. J'ai retiré de la liste après l'avoir revu, mais finalement vous m'avez dit on se l'est tapé, donc on en parle. La dernière maison sur la gauche, le premier film de Wes Craven. Alors moi, c'était un souvenir marquant, encore une fois, je l'avais loué à Vidéo Futur il y a plus de 20 ans, et en le revoyant, je me suis dit, mais c'est un petit délire de pote tourné avec 3 balles, et en voulant choquer le bourgeois. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Comme film ? d'habitude, moi, en fait, finalement, j'ai regardé l'original. Enfin, j'ai regardé quand même celui-là après. Mais moi, je vais plutôt parler du Bergman. Désolé, les gars, mais de toute façon... Source. Pour faire le rapport entre ces deux trucs. Le film, en soi, pour moi, c'est une merde. Je garde qu'un truc, c'est... je cherche son nom, Krug, qui va peut-être devenir Kruger par la suite dans un de ses films. Mais donc, monsieur David S., qui fait d'ailleurs la zik folk complètement débile qui va pas avec le film. Ouais, mais par contre, Exactement. la zik, j'ai trouvé ça super. La zik est bien, mais elle a rien à foutre dans le film, quoi. Et donc lui, David S., voilà, je retiens que lui dans ce film, qui joue bien, qui sera d'ailleurs psycho-notoire de plein de films, je crois après. Ouais, il va jouer en gros le même rôle dans plusieurs films d'horreur.
Par contre, ouais, voilà, donc pour revenir à Jungfraukollen, avec notre bon Max von Sydow, le rapport entre les deux est bien. Moi, ça, j'ai vraiment bien aimé. Parce que, bon, je vais pas vous faire le pitch du premier, hein, c'est à peu près la même chose, quoi. La fille, enfin, une des filles se fait violer par. Dans le Bergman, déjà le Bergman est à l'époque médiévale, ça fait quand même un bon petit écart. Ils sont invités à une beuverie comme ça. Non, mais finalement, Craven, il suit assez bien le Bergman. Bon, après, certes, les gens qui ont le mal de mer, faut pas regarder ce truc-là, hein. Tu dégueules au bout de 2 minutes, tellement la caméra elle bouge, c'est une horreur. Il revient tout le temps, d'ailleurs, donc j'en reviens au Craven, il filme tout le temps la rivière. Je pense que c'est absolument pour faire comprendre aux gens, et les gars, j'ai repris Bergman. Il fait des points communs, enfin, il fait des raccords entre les deux. Genre, il y a une scène où Junior fait un crapaud là, dans une. Et tu vois un crapaud pendant 5 secondes dans le Bergman. Mais il a voulu absolument marquer ce truc-là. Junior, pareil, qui dégueule tout le temps là, quand il est en manque d'héros. Le gamin dans le Bergman n'arrête pas, le gamin des gens qui ont violé la fille n'arrête pas de vomir non plus. La scène où la mère trouve les fringues de sa gamine dans la valise, c'est aussi un gros. Enfin, je trouve il a bien fait le truc. Le film est pourri, mais il a bien montré qu'il a vu Bergman et faire une adaptation trashose de Bergman en 71, 72, je dis pas de conneries. Enfin, je trouve pour ça, c'est bien fait. Après, voilà, le film en soi, non, c'est un Rape Revenge. Apparemment, ça serait l'original des Rape Revenge. Même un peu du slasher, hein, il pose les bases un peu du slasher. Ouais, pendant 45 secondes, quoi. Je retrouve un morceau de trip à un moment. Donc voilà, j'en reviens justement à cette scène là où tu vois le petit morceau de trip, où à un moment, juste derrière, t'as un truc qui est complètement décalé. Tu vois les trois cons. Enfin, Krug et puis les deux autres complètement hébétés. Tu sais, suivent la nana après la scène du viol. Et ben là, c'est carrément Bergman. Et là, il l'a super bien fait. La scène du viol où ils se retrouvent, face contre face, tous les deux, tu sais, qui lui bavent dessus et tout. Ça, c'est vraiment Bergman. Il l'a refait, mais au millimètre. Et la scène après, où tu peux voir le Bergman, quand tu vois les trois cons dans le Craven qui suivent la nana hébétée au bord de la rivière, ben, c'est vraiment une vision du film de Bergman. Donc voilà, bien sûr ce film est une merde, je peux pas en dire autre chose, mais il a bien fait le boulot. Je trouve que c'est vraiment un parallèle entre un truc médiéval des années 60 par Ingmar Bergman, adapté par Wes Craven en truc complètement débile en 71. Bah, pour ça, je suis ok. Moi, j'achète. Meryl, ce qu'on peut dire, c'est que bon, tout le monde joue mal, hein, hormis David S à peu près. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué en le revoyant, c'est que les changements de tonalité, il y a de l'horreur, puis après il y a de l'humour, mais de l'humour dégueulasse, l'humour pourri, ça fonctionne jamais. Tout est à côté de la plaque, y compris la musique. Meryl, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai que point positif, moi mon seul point positif du film c'est ça, c'est David S et sa musique qui est cool, mais je suis d'accord avec Ben car rien à foutre dans ce film-là. Il y a même des fois, t'as des chansons comme ça en folk, etc. Pendant des scènes de violence, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, bref, vraiment des bonnes compos. Alors lui, pour la petite histoire, c'est un mec qui a écrit pour Presley et tout en plus. Hein. Et après, il est devenu surtout acteur de série. J'ai vu, surtout ça qu'il faisait. Hein. Ouais, moi j'ai vu qu'il a fait le psycho dans une paire de films. Pas de Craven hein, pour un petit peu tout le monde, vu qu'ils avaient dû le voir dans le Craven, ils l'ont embauché quoi. Mais putain, c'est lui qui joue et c'est lui qui chante et franchement. Alors je disais tout à l'heure que ça posait un peu les bases du slasher. Ce que je voulais dire par là, tu sais, c'est que c'est certainement une des premières fois où les héros du film, c'est les tarés. Ils sont mis en avant. Moi j'ai trouvé aussi que c'était mauvais et très mal joué. À part les deux nanas quoi, que j'ai trouvé pas trop mauvaises. Hein. C'est vrai que les deux filles jouent pas trop mal. Mais ouais, peut-être David S et encore. Il tente des fois de faire des gros plans sur lui et c'est ridicule, ça te fait sortir du film tout de suite. Et pour compléter, Meryl, je te coupe 2 secondes, pour compléter par rapport au slasher, le film il est produit par Sean Cunningham et Sean Cunningham c'est le réel du premier Vendredi 13. Voilà. Mais t'es pas trompé, il l'avait pas vu. Ouais. C'est pareil, hein, au niveau du cadrage, etc., de la mise en scène, donc ce qu'il vient de dire Ben, hein, de toute façon il n'y a rien qui se tient là-dedans. Hein, c'est zéro. Alors je sais pas si vous avez remarqué en plus, mais le film commence, il y a un moment, il y a un mec qui dit le mot Lolo, et il y a un chien qui est sur un canapé rouge, et il y a alors j'espère que c'est un poil de barbe sur tous les plans du chien sur le canapé rouge. Je l'ai pas vu ça. J'espère que c'est un poil de barbe. On rêve que ce soit un poil de barbe. Tu m'étonnes, ce que je me dis. Les flics, les gars. Les flics. Attends, j'allais en parler. Ouais, c'est une cata. Il y a Martin Koff quand même. Le deuxième point, pourquoi je dis que c'est un petit peu les bases du slasher, c'est que t'as les pires flics les plus cons du comté, quoi. Les mecs, alors la scène, tu sais, où ils montent sur le camion, qui se cassent la gueule, etc. C'est tout le long du film, c'est les pires flics qui peuvent exister, quoi. Alors la violence est bien faite quand même. Toi, quand il scarifie la nana, machin, etc., là, qu'il a découpé et tout.
comme c'est sorti avant Massacre à la tronçonneuse exercice et j'en passe, je suppose que ça a eu son lot de provoques, de machin, de tout ça. Hein, je pense à sa sortie. Le remake est tout aussi naze. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le Denis Iliadis dans les années 2000, c'est une cata aussi. Un dernier mot pour la dernière maison sur la gauche, c'est Martin Kove qui joue l'un des deux flics. Et Martin Kove, c'est le méchant dans Karate Kid. Voilà. Ouais, et puis dans Rambo 2. Rambo 2, je l'ai oublié à vie, Meryl. Je veux plus en entendre parler de Rambo 2. Bon, voilà. On a parlé de tous les films à voir. On va pouvoir passer aux films dont on a trop parlé. Et donc ce film, c'est Le Dernier Tango à Paris. Réalisateur surestimé, Bernardo Bertolucci. Acteur surestimé, Marlon Brando. Et film incroyablement surcoté. Qui veut se lancer dans le résumé de Ce Dernier Tango à Paris? De quoi ça parle pour les gens qui ne l'ont pas vu? Tu as dit surcoté à mort. Brando en espèce de vieux beau marié avec une Richarde parisienne qui vient de décéder. Alors on ne sait pas trop s'il aime toujours encore sa femme, s'il l'aime plus. On s'en fout surtout. Ouais, au final en plus on s'en fout. Qui rencontre une petite jeune qui est belle comme tout. Elle, du coup j'ai pas ma fiche. Maria Schneider. Maria Schneider, ouais. Connerie. Qui est sublimissime cette petite, que j'ai d'ailleurs jamais vue dans autre chose. Je crois qu'elle a peut-être pas dû faire beaucoup d'autres films. Je vais t'en parler longtemps après de Maria Schneider, tu vas voir. Voilà, rencontre de ces deux-là à Paris. Une espèce de plan cul un peu assez moderne justement. Voilà, la touche. Maintenant ils aiment bien faire des films de merde sur on fait que baiser ensemble, mais en fait voilà, l'appart est le troisième, est vraiment le troisième larron du film. Les lumières sont, enfin je trouve que l'appart est vraiment bien filmé, les lumières vont bien. Bon alors ok, ouais, un petit peu pour l'époque faut se remettre en 72, donc ouais on parle d'un film érotique, hein, les gars. Enfin, c'est un truc qui aurait pu passer à la 3 à 23h dans les années 80. Bah, c'est pas Emmanuel non plus, hein, tu vois. Il y a un côté un petit peu plus trash quand même. Ouais. Attends. Faussement trash, ouais. Ouais, non, mais j'achèterais un porc pour que tu lui fasses l'amour et qu'il te vomisse à la figure et après que tu te mettes dans son cul pour sentir son paix. C'est pas. Oui, et tout ça avec 2 doigts dans le cul. Ouais. Tu oublies le Non, merci. Donc érotique, mon cul. Non, bah alors Brando, hein, on va pas revenir sur Brando. Moi, ça passe pas Brando du tout. Alors que ce soit en vieux parrain, ça se voulait très moderne, des boules de coton dans la bouche ou en espèce de vieux beau qui lève une gamine à Paris, ça passe pas plus. Après, il s'est fait piquer la place par Mickey Rourke. En gros, voilà, c'est Mickey Rourke qui lui a piqué sa place pour faire tous ces films de merde, là, les 9 semaines et demie et compagnie. Le faux bon acteur. Exactement, voilà. Tiens, j'en reviens à 9 semaines et demie et toutes ces grosses daubes où tu voyais le cul à Mickey Rourke. Bah, ce film, ça me fait penser à ça. Après, certes, voilà, une super lumière. Les zics sont pas si mal que ça. Ce qu'on peut dire, Meryl, c'est que moi, quand je l'ai revu, là, je me suis dit, c'est toute une époque. Hein, c'est les débuts des années 70 et que Bertolucci veut faire de la provoque, mais alors c'est de la provoque en mousse, de la provoque de bourge en plus, de la provoque de bourgeois. Et moi, ce qui m'inspire le film, c'est un ennui mortel. Qu'est-ce que t'en as pensé, Meryl? Alors, comme toi, sauf que, oui, t'as entièrement raison parce qu'il a réussi son coup. Hein, ça a fait plus de 5 millions d'entrées en France. Eh oui, c'est ça qui est fou. En plus, alors je sais pas si tu as lu, mais en Italie, ça a été un truc de fou. Hein. Lui, Bertolucci, il a été déchu de ses droits civiques pendant 5 ans. Plus de passeport. Eux, Brando et Schneider, ils ont eu 2 mois de prison avec sursis pour obscénité. Ils ont tué Pasolini? Ils l'ont pendu, Pasolini ou... Je sais pas s'ils l'ont pendu. Enfin voilà, c'est un film qui est sorti, mais qui a fini par être interdit en salle. Et il y a même une demande de destruction des négatifs du film. Mais voilà, moi je pense que c'est vrai, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ce qu'on peut dire sur Maria Schneider, ça c'est le sujet intéressant du film quand même, c'est qu'elle était toute jeune à l'époque, et donc c'est la fille dans la vraie vie, la fille cachée de Daniel Gélin, Maria Schneider. Okay. Ouais, qu'il a eu pendant une quelque chose de bien alors. Exactement. Il a fait La vie à ton fleuve tranquille aussi, il était pas dégueu dedans. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Maria Schneider, donc elle a été traumatisée par ce tournage. Il y a certaines scènes de sexe où elle n'a pas voulu les jouer comme on lui demandait, comme Brando et Bertolucci lui demandaient. Et donc, elle s'est faite, entre guillemets, en tout cas, abusée sur le tournage. Et ensuite, sa vie a été un espèce de chemin de croix, de drogue, d'alcool, de viol. Enfin bref, on la revoit dans La Dérobade. Après, on la revoit dans Professeur Reporter. Et elle a une petite scène dans Les Acteurs de Blier, voilà, qui lui rendait hommage à ce moment-là. Mais voilà, bon, Bertolucci, c'est le genre de cinéaste, moi, qui m'insupporte. C'est bourré d'ennui, d'autosatisfaction. Le mec a un boulard. Quand on le voyait à l'époque dans les interviews, il m'insupportait. Je rappelle ses films, hein, Le Conformiste, 1900, Le Dernier Empereur, Un thé au
Sahara, Beauté volée, Dreamers, des films de bourgeois qui se rêvent en rebelles, tout ce que je déteste. Voilà, est-ce qu'on a tout dit sur le dernier tango à Paris? Quand elle est morte, parce qu'elle est morte. Elle est morte en 2011, Maria Schneider, à 58 ans. Après sa mort, il a dit que l'une des choses qu'il regrettait le plus, c'est de ne pas avoir eu l'occasion de s'excuser pour ce tournage avant qu'elle meure. Mais il avait 50 ans pour le faire, enfin 40 ans, c'était quand même... Oui, non, ouais. bah, bien sûr. Oui. Mmh, ouais. Mais tu sais, la scène avec le beurre et tout Bah ça, oui, etc., tu vois bien. Hein, de bien toute sûr, façon, bien sûr. Et tous les gens qui ont approché Maria Schneider disent que ça l'a vraiment traumatisée et qu'elle a vraiment été bloquée par ce film. Ouais. elle l'a tourné, elle était en larmes, etc. Enfin, c'est ce que j'ai lu, hein, moi. Ouais. Ouais. Voilà, un film de merde pour avoir brisé quelqu'un en faisant un film de merde, c'est toujours un peu dommage. On va finir sur ce chapitre, le dernier tango à Paris. On ne parlera plus jamais de Bertolucci dans ce podcast. Et on va passer au top de l'année 1972. Et on démarre donc, il y aura 5 films dans ce top. Le top 5, numéro 5, Les Chiens de paille, un film de Sam Peckinpah avec Dustin Hoffman et Susan George. Un classique des années 70 qui a eu le droit à un remake tout pourri dont on ne parlera même pas. Meryl, est-ce que tu veux pitcher Les Chiens de paille? Alors déjà, le film fait partie, avec Délivrance de Borman et Orange Mécanique de Kubrick, d'un triplet de 3 films sur l'ultraviolence issus du cinéma américain des années 70. Enfin bref, donc controverse à la sortie, etc. etc. Donc en gros le pitch c'est David Dustin Hoffman qui est mathématicien, qui vient s'installer avec sa femme dans l'arrière-pays anglais voilà, pour bosser. Il engage des jeunes du village qui sont plutôt très intéressés par sa femme, surtout un d'ailleurs, et qui du coup finissent par profiter par un moment de chasse pour violer sa femme. Et puis après, il y a une histoire avec le débile un petit peu du village et une de leurs amies qu'ils accusent de son meurtre, à raison d'ailleurs. Et du coup, David, sa femme et l'idiot en question finissent retranchés dans sa maison et attaqués par la bande de jeunes. Et voilà, David va faire tout ce qu'il peut pour se défendre et pour les tuer un par un. Exactement. Ce qu'on peut dire juste avant de donner la parole à Ben, c'est que le film, j'ai revu, mais beaucoup de temps quand même à se mettre en place. Mais une fois le tournant du film, c'est-à-dire le viol, il prend toute son ampleur. Qu'est-ce que tu en penses, Ben, de ce film? Moi, j'adore. J'adore, je l'ai vu il y a 10-15 ans, je sais plus. Et je l'avais bien apprécié la première fois que je l'ai vu. Là, je l'ai rematé bien avec mes petites feuilles, mes petits crayons et tout ce qu'il faut. Non, moi j'ai adoré. Alors, j'ai noté quelques trucs à côté. Donc, notre bon Peckinpah qui devait faire Délivrance, dont on va parler dans très peu de temps. En fait, il s'est cassé de Délivrance pour aller sur Les Chiens de paille. Quelle bonne idée il a eu. Lui, il tease, mais comme un dur. Pendant le machin de tournage, de toute façon, il doit même arrêter le tournage tellement il est beurré tout le temps. C'est un bordel monstre ce film. Ça a été un bordel à faire. Apparemment, je ne sais plus son nom, l'actrice qui est toute jolie, blonde. Susan George. Voilà, Susan George. Il y a toute une histoire autour de cette nana parce que je crois que c'est Dustin Hoffman qui pousse pour la prendre, mais ça va pas avec Peckinpah. Enfin, il y a un truc pas possible. Elle aussi a eu des problèmes pendant le tournage. Enfin, c'est tout un bordel ce truc. Meryl vient de faire le pitch, on va pas revenir là-dessus. La scène de viol qui fait tout un tintouin là-dedans, et je pense même bien pire qu'on vient de parler du dernier tango. Rien à voir. Ouais. On en parlait juste avant en off tous les deux là. On causait un petit peu de Noé et moi je trouve que ça se rapproche plus de Gaspard Noé que de Bertolucci. Ce truc là, moi c'est la violence en général. C'est la violence dans un couple, la violence envers les étrangers, la violence envers les enfants. Tu vois, avec le fameux David, je crois, je ne sais plus le mec qui l'héberge. C'est vraiment, je trouve, c'est un truc sur la violence dans son ensemble. C'est voyeuriste. Enfin, t'as vraiment plein de scènes voyeurs là-dedans. Donc on vient de parler de la scène de viol qui est complexe, comme tu disais, parce qu'on sait pas trop. Au début, elle veut.
Voilà, c'est super ambigu et ça met à la limite mal à l'aise quand tu le regardes. Très De toute ambigu. façon, je crois que c'est d'ailleurs ça qui a fait le succès entre un petit peu Ouais, mais du c'est film. dommage parce que pourtant, il y a pas que ça dans le film. Enfin, tu vois, on résume souvent ce film à cette scène de viol, et pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a, tu vois, les hillbillies, quoi, tous les pecnos du Cornwall, le Toutes les rapport. scènes dans le bar, etc. Voilà, là, puis tu veux dire. surtout, genre, il y a un gros rapport avec. T'as des émeutes aux États-Unis pour le Vietnam. Alors, je sais que, bien sûr, en 72, on remet tout sur le Vietnam. Bizarrement, des trucs comme Délivrance, on parle du Vietnam, on parle tout le temps du Vietnam. Mais lui, tu sais, c'est quand même comme on dit, c'est un pacifiste, quoi. Lui, c'est un docteur en mathématiques, pacifiste. Ouais, mathématiques. Et là, tu as vraiment le conflit entre la contrée anglaise et ça, que tu sens super bien dans le bar. Les problèmes de couple. Parce qu'au départ, avant même l'histoire de viol ou quoi que ce soit, il y a des gros problèmes de couple. Elle en peut plus de son mec, elle se fait chier à mort. Il est lâche. Ouais, voilà, en plus, il est lâche sous prétexte Ouais, qu'il est ouais. pacifiste, il devient lâche. Enfin, non, mais moi, ça me file vraiment plein de trucs, ce film. Il m'a vraiment mis mal à l'aise. On parlait ou du Craven ou machin, enfin, des merdes qui m'ont fait m'endormir. Non, ce truc m'a vraiment mis mal à l'aise. La dernière partie. Voilà, mais je pense que je te la laisserai, Meryl. Moi, C'est long. juste, toi, pour moi, c'est un petit Fort Alamo. Il vient du western, hein, Peckinpah. Il vient surtout du western, et donc c'est. Ah bah écoute, tu m'apprends quelque chose. Ah ben, écoute, ça sert à ça, les copains. Et ouais, donc après, j'ai encore plein de trucs. J'ai aussi noté qu'on parlait pas de Tarkovsky aussi de cette année-là. Mais non, moi, je te laisse le reste. Non, mais Oui. tu fais bien de parler de la scène de fin plongée dans le brouillard comme ça. En plus, elle est chouette. Hein, On peut parler de son ambiguïté à elle, et puis aussi ce qui est le ressort du film, c'est sa transformation à la fin à lui, qui devient pas complètement fou, mais qui passe du pacifiste à t'inquiète pas, je vais tous me les faire. Quoi. C'est vraiment ça. Il y a une phrase, à un moment, il dit ouais, je me suis fait les 6. Ouais. C'est un moment à la fin, ouais, je me suis fait les 5 ou les Il faut 6. voir comment il se les fait en plus. Ce qui est marrant, Meryl, en plus, c'est que moi, en l'ayant revu, voilà, peut-être 15 ans après le premier visionnage, c'est que j'avais le souvenir que Dustin Hoffman vengeait sa femme suite à ce viol-là, mais en fait, pas du tout. Elle lui avoue même pas. En tout cas, c'est peut-être dit à demi-mot. C'est sa maison, c'est surtout, ils sont rentrés Exactement. dans sa Lui, maison. ce qu'il veut, c'est que les mecs rentrent mais pas c'est chez ça lui. qui fait- C'est son seul truc. Et Ouais, il veut la garder propriété. en vie le potentiel assassin ou le potentiel violeur d'une autre femme. Voilà, ce qui est quand même très, Son très visage, il ambigu. change au fur et à mesure. Elle est un petit peu plus boursouflée qu'elle n'était, et du coup, ça mêlé à la sueur, ça te donne vraiment une ambiance. Enfin voilà, tu ressens vraiment ce qu'elle ressent. Ouais, elle joue bien, elle joue vraiment bien. Cette sorte d'ambivalence. Enfin, je sais pas comment dire. Ah bah, merci Dustin de l'avoir poussé pour le rôle, hein, parce qu'apparemment elle était pas du tout Peckinpah, on voulait pas, je crois. Elle est d'ailleurs excellente dans une scène, c'est quand le viol a eu lieu et elle va avec lui dans une espèce de fête de village Ah oui, et on la oui, voit s'effondrer. Elle est incroyable dans cette scène-là. ouais, bah, la scène est fantastique. Les hein. voix, eux qui sont Ouais. dans le fond, qui Ouais, la ouais. regardent comme ça. De toute façon, tu te mets Horrible. tantôt à sa place, tantôt à la place d'Hoffman, et voilà, hein, t'imagines ce qu'ils doivent ressentir. Et je reviens sur ce que tu disais. Oui, ce qui est incroyable en plus, c'est qu'elle ne lui avoue jamais qu'elle s'est fait violer. Jamais. Jamais. Ouais, non, jamais. Bah, il Jamais, le sait jamais. pas, hein, théoriquement, hein, il le sait pas. Non, il le sait pas. Moi, D'ailleurs, elle appelle même dans la dernière partie dans l'assaut. Elle est très ambiguë encore une fois parce que le violeur, elle l'appelle chérie, elle Hein essaye de l'amadouer et tout ça. Donc il y a quand même tu sais, quelque chose la de très scène avec bizarre. le flingue, la dernière scène, tu te demandes même si c'est pas à Dustin Hoffman qu'elle va mettre la balle. Tu sais, quand Ouais. elle descend de l'escalier avec le flingue, tu dis bah, à qui des deux elle va mettre la bastos ou, Moi, juste un truc, c'est après je me tais, hein, mais Peckinpah, là à cette époque-là, il est carrément anti-pacifiste. Hein. Moi, je pense que vraiment, le truc de ce film, c'est un film anti, toi, toute cette bienveillance de l'époque, d'être pacifiste, machin. À mon avis, Peckinpah, il est pas du tout là-dedans. Et je pense que voilà, je dis pas qu'il le revendique en faisant ce film-là, mais toi, David, le perso de Dustin Hoffman, qui est vraiment, toi, le pacifiste, qui au final, t'as beau être pacifiste, quand il y a un mec qui rentre chez toi et que ça te plaît pas, bah, tu zigouilles tout le monde et puis t'es fier de toi. Donc, moi, voilà, le truc, c'est anti-pacifiste. Pour moi, ce film, je vois pas d'autres mots pour le résumer. Juste rappeler aussi, Meryl, tu en parlais un petit peu, l'atmosphère britannique, des Cornouailles, comme tu disais, Ben. Il y a un gros cachet visuel, il y a vraiment des très beaux plans, des très belles scènes. Et là où il excelle, c'est dans la scène d'assaut au final, où voilà, il fait des plans au ralenti, des explosions de pieds au fusil, tout ça. Là, il est très très bon. Moi, ce que je reproche au film, c'est la mise en place qui est très très longue. Je trouve c'est vraiment, on se fait un peu chier pendant une demi-heure, et après le film prend son envol. Donc on est d'accord, tout le monde a aimé, on est d'accord sur celui-là au moins. Oui. Ah, j'ai adoré. Moi. Parfait. On va passer
Au top 4, alors on va aller vers de la vraie légèreté, du vrai léger. L'aventure, c'est l'aventure, l'un des Claude Lelouch les plus populaires, une bande de folie, Lino Ventura, Charles Denner, Jacques Brel, Charles Gérard, Aldo Machione, qui jouent des escrocs qui veulent se faire du blé grâce à la politique. Votre avis sur ce film culte? Mérite, je démarre avec toi. Sur le procès de 5 arnaqueurs qui sont un peu en procès pour tentative d'association de malfaiteurs dans le but de créer une organisation mondiale de l'anarchie. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, bon, alors, Vive la Suisse libre. oui, oui. Bon, c'est Lelouch, de toute façon. Donc, alors celui-là, peut-être plus que les autres, mais il y a énormément d'improvisation et ça se sent de toute façon. Alors, déjà, lui disait que le pitch de départ du film, c'est qu'il avait tout simplement envie de faire un film sur cette époque-là. Ce qu'on peut dire, du coup, je vais passer la parole à Ben juste avant, c'est un film foutraque. Moi, en le revoyant un peu trop long. Il y a quand même 2-3 scènes qui se répètent un peu trop répétitifs, mais il y a un charme fou, en fait, qui marche grâce aux acteurs. Un Ben. casting, il mérite bien de les dire, je vais pas les mais le casting, quoi. À l'époque, en film français, tu peux pas trouver meilleur casting que ça. Des beaux trucs à côté, genre Brel rencontre Madly. C'est sa dernière femme qui fait partie des nanas sur le bateau là quand ils se font kidnapper. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, c'est Trintignant qui doit faire le rôle de Brel au départ. Et alors, le film, je suis désolé, si tu mets Trintignant à la place de Brel, c'est plus le même film du tout. Enfin, c'est Envie de se flinguer avec Trintignant. Ouais. Après, moi, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Ouais, bien sûr que j'adore. Moi, de toute façon, tu mets Brel dans un film, même dans les siens mauvais, tu vois, style Far West, France. Tiens, j'en reviens juste à France. Parce qu'en fait, Brel, quand il vient sur ce film-là, il dit à Lelouch que de toute façon, il peut lui faire n'importe quoi. Il viendra dans ce film parce qu'il veut espionner Lelouch, en fait. Parce qu'il vient de faire France, justement, qui est complètement à côté de la plaque, quoi. Tu vois, Brel, c'est un dieu de la musique, mais c'est pas du tout un réalisateur. Il veut faire ses premières armes comme ça. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est Lelouch qui va produire Far West. Que je ne sais pas si vous avez vu Far West, qui est vraiment pas un bon film. Moi, ici à Brel, j'adore. Et puis c'est un espèce de rêve aussi, un rêve de môme mis sur une pellicule. Mais c'est Lelouch qui va produire Far West, qui va être un des pires bides du cinéma, enfin surtout le pire. Tu perds du blé, ouais. Ah ouais. Bon, il en a un petit peu, Brel, à l'époque, il peut se permettre d'en perdre un peu. Hein. Mais non, voilà, on en parlait avec Steph il y a 2 secondes, la scène de la marche, quoi. Toi, ça c'est de la totale impro. En fait, c'est Lelouch qui voit la démarche d'Aldo Aldo Machione avec Charles Gérard. Un jour où ils sont off, qu'ils sont pas en train de tourner, et il les voit en train d'aller gratter des nanas comme ça, et l'autre il dit non, les gars, vous me faites ça pendant le film. Ventura apparemment veut pas le faire. Carrément, il est assis sur le côté, et c'est à un moment donné lui-même qui se lève. Il craque et il dit bon allez, c'est tout les gars, j'y vais quand même. Et c'est le meilleur en plus. Et moi juste, alors, je vais encore en revenir au remake, hein, les gars. Je vais être le monsieur remake du podcast, mais tout ça pour ça, qui date de 20 ans après. Et c'est quasiment exactement ça. Hein. Là, tu as remplacé Ventura, Brel, Denner par Darmon, Gamblin et Lindon. Les 2 acolytes qui sont Aldo et Charles Gérard, tu as Lucchini et Huster. Les femmes à Lelouch, hein, parce que bon, il pourrait faire un film juste avec ses femmes, Lelouch. Et t'es quasiment dans le même truc, hein, toi, c'est les 3 loustiques qui partent faire n'importe quoi, c'est moins politique, je te l'accorde, c'est beaucoup moins politique, et moi c'est mes 2, je suis pas du tout un fan de Lelouch, mais c'est mes 2 films préférés, c'est l'aventure et tout ça pour ça, parce que c'est quasiment les 2 mêmes films, et que c'est pareil, c'est de la part à l'impro, t'as une scène dans tout ça pour ça, quand ils sont dans la toile de tente, où Lucchini, j'en peux plus, j'ai la gaule. C'est la scène du film. Mais tu vois, justement, alors je t'interromps juste un petit peu. Je suis pas trop d'accord parce que l'aventure, c'est l'aventure. Moi, j'ai noté 3-4 phrases à sortir qui sont excellentes. J'aurais pu en noter 30. C'est un film qui est blindé de punchline. Alors que t'es marxiste à la tendance Groucho. Non, mais ouais. Mais alors, tu vois, ce que tu faisais... tout ça pour ça, moi si ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais si tu me demandes de me rappeler d'un truc, c'est ça, la scène dans la tente, et il faudrait que tu le suces. Ouais, mais c'est parce que je l'ai vu plus que toi, c'est pour ça. Une suite de scènes, hein, pour résumer un petit peu, une suite de scènes plus ou moins réussies, mais le film fonctionne au charme, à l'énergie. C'est un film aussi où on peut clairement retirer des scènes, les regarder hors contexte et ça marche. Voilà, il n'y a pas besoin d'un scénario, il n'y a pas besoin d'un déroulé. La scène d'Aldo et Gérard. Aldo, est-ce que je t'ai déjà traité en patron, moi? Non, patron. Rien que ça déjà, moi, ça me fait pleurer de rire. Paris, reine du monde. Paris, Oh, Lino, la crème à bronzer. Oh, l'aventure. La scène de torture où t'as Machione, il met le truc dans le... Et puis Machione avec son rire de fou déjà.
ça et toi aussi. Et moi, je voulais juste mettre un petit extrait aussi sur la BO. Il y a la BO de Francis Lay, la scène sur le bateau. Je trouve que la musique est géniale. On peut en écouter un petit extrait tout de suite. On est tous d'accord, donc l'aventure, c'est l'aventure. Voilà, un film qui marche toujours. Et ce qui est agréable, c'est que c'est une comédie française. Déjà, dans le terme, on peut se dire, des fois, c'est ringardisant en très peu de temps. Et ça marche toujours. C'est toujours moderne, d'actualité. On se marre encore 50 ans Ça après. traite de tellement de sujets. MLF. Drucker à 30 ans. C'est vrai. Et Johnny, oui, bien sûr. Et Johnny qui est bon, mais bon, Johnny, Mm. bon, il joue son propre rôle. Mais Et vous savez que, alors tu l'as dit, Ben, hein, Meryl, moi. Tu vois, je suis tellement fan de toi, je t'appelle Meryl. Trintignant devait jouer le rôle de Brel, mais Bernard Tapie devait jouer le rôle de Ventura. Oui, Eh ouais. c'est ouais. vrai. Parce que Lelouch avait craqué sur Bernard Tapie, voulait le mettre partout, et bon, il a pas voulu. Mais bon, il y a du Johnny, il y a du monde dans ce film. On vous le conseille, l'aventure, c'est l'aventure. On passe au top 3. Un frisson dans la nuit, le tout premier film réalisé par Clint Eastwood. Un thriller hitchcockien qui détonne totalement par rapport à sa carrière à venir. Un vrai bon film bourré de mise en scène. Je vais le pitcher, comme ça vous avez le temps de préparer vos petites fiches. Donc c'est un animateur radio joué par Clint Eastwood qui anime des émissions la nuit. Et il se fait appeler régulièrement par une auditrice qui lui demande de jouer un morceau précis. Elle lui demande Play Misty for Me, c'est le titre original, donc le morceau s'appelle Misty. Et en fait, cette femme va s'introduire petit à petit dans sa vie et va s'immiscer, quitte à devenir complètement folle et à ne plus le lâcher. Qu'est-ce que vous avez pensé d'un frisson dans la nuit déjà? Est-ce que vous l'aviez déjà vu ou c'était une première, Ouais, non, mais moi, un c'est premier mon, visionnage? c'est mon kiff ultime là, de toute la bande. Je suis tombé amoureux de ce film. J'ai écouté la BO là, pendant 4 jours derrière. Juste si je peux me permettre, si on a un peu de temps, un petit pitch jazz. Je te coupe 2 secondes, Ben, mais tu as une voix d'animateur de radio de jazz, donc c'est parfait, tu peux y aller. Ah, yes. Et ouais, non, donc le Misty, le fameux Misty du film, là, donc c'est la version. Play Misty for Me, c'était. Here I Am. C'est le Errol Garner, donc c'est l'original, le 54, qui est pas le plus connu. Donc en gros, voilà, t'as la version de Johnny Mathis, toute lisse, toute pourrie en 59, qui fait connaître ce truc-là. Et c'est déjà cool qu'il ait pris le vrai Misty pour faire ça. Clint Eastwood. Clint, hein, la classe. Et juste pareil, un petit passage, une petite promo. Son gamin, Kyle Eastwood, que je conseille à tout le monde, qui est un énorme bassiste. qui est un tueur monstre. Et à mon avis, c'est pas pour rien que c'est un tueur de jazz, le gamin. Je pense que papa y est pour quelque chose. Ensuite, moi, voilà, en fait, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai dit, putain, au bout de 5 minutes, mais merde, ça me rappelle quelque chose, mais de grave, quoi. Et donc, c'est en français, je crois que c'est Liaison fatale, avec une grande Glenn Close, que j'ai pas vu dans 50 trucs, mais qui est fantastique là-dedans. Et donc, du coup, je l'ai regardé après. Oui, je suis le monsieur remake de la bande. Donc, et non. Donc, du coup, j'avais pas vu l'original. Là, moi, je suis tombé amoureux de ce truc. Bon, la zik tout le long est fantastique. Les passages à Montray. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre. L'espèce de passage limite documentaire à Montray au milieu. Tu vois, qui va justement enchaîner sur la fin du film où ça va partir en sucette complet. Tu vois, il te fait une espèce de petit. Ah bon, il y a ce passage-là. Juste avant, il y a le plan QIP. Je sais pas si tu allais le citer, Vas-y, mais vas-y. moi le son est magnifique. J'ai même coupé le film pour aller l'écouter ailleurs. Une chanson de Roberta Flack, The First Time Ever I Saw Your Face. Ouais, qui a été mal reprise dans plein de films après. Donc, moi, j'en reviens à cette scène. Cannonball Adderley, le groupe qui passe à Montréal. Ouais, Cannonball Adderley avec. Mais non, les gars, on repart dans le. On part un peu dans tous les sens, les gars. Si vous voulez revenir au film, on y revient. Il y a quand même presque un morceau en tout. Ah ouais, non, mais là, on est chez nous, quoi. Donc, on arrête, on reparle cinéma 2 secondes. Et donc, ouais, voilà, donc cette scène. Si, je vais en revenir à la zik, désolé encore une fois les gars. Il y a un truc qui est fantastique dans ce film. Les zik, tu sais tout le temps d'où elles viennent. Toi, elle vient soit de l'autoradio de la bagnole, soit de son studio quand il est dans le studio, soit quand tu es au festival pop. Il n'y a que pendant la scène de cul là où tu te demandes s'il n'y a pas un haut-parleur dans un arbre. Mais vraiment, il a fait super bien le boulot là-dessus. Il n'y a pas de musique qui débarque de n'importe où. Les musiques sont tout le temps, tu sais pourquoi la musique est là. C'est super bien fait. C'est quoi? C'est le premier Clint? De Clint, ouais, c'est le premier. Bon. Moi, je suis fou de ce truc. Un petit mot sur Carmel by the Sea.
Ouais. La ville qui est aussi super importante dans le film. Je veux dire, C'est la Californie de cette époque-là. ouais, c'est un espèce de C'est magnifique. Venice. Enfin, tu vois, mais c'est l'eau de Venice plus roots, plus moins de baraques, moins de tout ça. voilà. Puis sans les cons de skateurs et les machins et tout. Enfin, le coin, il est maire d'ailleurs. Je l'ai noté quelque part. Je crois dans les années 80, Clint est carrément maire de cette ville. Et en fait, c'est chez lui. Il est né là-bas. En fait, il est né à Carmel, et donc ils disent pendant le tournage, ça a super aidé, quoi. Tu vois, il avait accès à tout ce qu'il voulait parce qu'il connaît tout le monde dans le patelin. Tout le monde est amoureux de Clint Eastwood dans ce village. On en revient au film. J'en parlais tout à l'heure, justement, là, cette putain d'actualité, quoi. Le oh shit. C'est quand il se réveille un matin, la troisième fois qu'il est dans le plumard de la nana, et là il te lâche un oh shit. Je trouve que le flic, il me fait penser, son nom, je l'ai noté d'ailleurs quelque part, mais John Larch, qui joue dans plein de trucs, qui fait souvent d'ailleurs les flics. Et là, c'est cool de voir Clint en face d'un connard comme lui quand il est en Dirty Harry, quoi. C'est le mec, il est sarcastique, il se fout de sa gueule à chaque fois qu'il pose une question. Donc je pense que c'est même un peu fait exprès, toi. Clint Eastwood qui se retrouve en face d'un connard comme lui quand il est en flic. Et surtout aussi la présence d'esprit de Clint Eastwood. Quand il part sauver sa nana, tu sais, qui est en train de se faire tuer, il pense quand même à mettre une bande de 5 heures à la radio pour que les gens ne soient pas en pénurie de musique pendant qu'il est parti sauver sa gonzesse. Mais ouais, et donc Jessica Walter, quoi. Ouais. Voilà, je vais vous laisser sur elle, mais elle crève littéralement l'écran, quoi. C'est la folie, quoi. Glenn Close le fera bien quelques années plus tard, mais pas aussi bien qu'elle. Ça te parle d'une époque qui se perd un petit peu, hein, maintenant, tu sais, les gens qui passent la nuit à réécouter des radios jazz, etc. Je suis plus, toi, il doit y avoir beaucoup moins d'auditeurs maintenant pour les radios. Et moi, les gars, Don Siegel, qui est le barman, dans lequel il va, donc qui est quand même un monsieur, quoi, Don Siegel. Et j'ai lu un truc, Warner faisait la gueule parce que Clint, c'était son premier film, et ils se sont dit, il risque de faire des conneries. Et quand il a dit qu'il mettait Don Siegel au casting, ils ont dit, ah cool, voilà, il y a un deuxième vrai réal qui est là, donc de toute façon, il va le chapeauter. Et juste une autre petite anecdote, donc pour être sûr que c'est Warner, je crois que c'est vraiment Warner, la chanson, ils voulaient pas de Misty. Eux, ils avaient décidé que c'était Stranger in the Night, parce que les droits leur appartiennent. Ah, ouais. Et les bâtards, c'est pour grappiller 2 francs 6 sous. Donc, ils voulaient imposer Stranger in the Night à Clint Eastwood, qui a dit non, je vous emmerde. Moi, ça sera Misty ou rien. Et donc, bon, finalement, il a eu gain de cause. Il a pu mettre Misty à la place. Moi, j'ai pas mal de trucs à dire sur ce film que j'ai adoré revoir. Je l'avais vu il y a quelques années et là, j'ai repris une claque. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Je voulais mettre la lumière là-dessus. C'est un truc assez rare par rapport à l'année donc 72. C'est que Clint Eastwood, donc, il est envahi dans sa vie privée par cette folle, voilà, qui lui fait des coups pas possibles, qui lui pourrit la vie. Et jamais dans le film, il lui met de coups, il la gifle, il reste toujours bienveillant avec elle. Il lui met un coup de poing, mais non, à la fin. Il lui met un coup de poing dans la gueule. Il lui met le coup de poing dans la gueule. À la fin. Il pourrait avoir craqué depuis bien longtemps quand même. Et on regarde plein de films de cette époque-là et les gifles sur les nanas, ça se met quasiment pour un oui, pour un non. Là, jamais il l'emmerde. Déjà, c'est le premier point. On parle souvent dans ce podcast des actrices sublimes. On a parlé avec Claudia Cardinal notamment. On peut le dire sur Clint Eastwood. Le gars est une bombe quand même. Enfin, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Il est incroyablement cinégénique, quoi. Bah ouais, puis alors, tu sais, il a la bonne coupe de cheveux et tout. C'est là où c'est sa période le plus beau. Hein. De toute façon, il a la gueule. Il est magnifique. Bon, Ben en parlait, l'ambiance totalement 70s avec les maisons californiennes en bord de mer, au festival de jazz de Monterey. Il coupe totalement la narration pour montrer un reportage sur le festival. Ça, c'est incroyable. Je trouve que ça envoie un vrai. C'est pile poil pour envoyer la fin du film. Mais c'est un vrai geste de cinéma, quoi. Il tente quelque chose en milieu de narration, c'est quand même fort. Il y a un vrai soin apporté aux ambiances, le studio de radio, le petit bar qui ouvre toute la nuit avec Don Siegel en barman. Enfin voilà, il y a vraiment de l'ambiance. Il y a des ambiances très réussies. Clint Eastwood qui a toujours été quand même assez honni par la profession. Il a mis des décennies à être reconnu, à doubler comme réalisateur. Une seule nomination pour ce film pour Jessica Walter au Golden Globe, même nominée, mais même pas. Un César, même pas, voilà. Pardon, un Oscar. Désolé les gars. Désolé. Elle nous a quittés il y a quelques mois, Jessica Walter. Voilà. Et Clint Eastwood continue de tourner en plus de très bons films. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur cet artiste, c'est chapeau Clint Eastwood, grand réalisateur. On est tous d'accord, on a aimé tous les trois Inflation dans la nuit. Surtout celui-là. On passe au top 2. Il en reste 2. On va continuer avec Délivrance, un film de John Boorman avec notamment Jon Voight et Burt Reynolds, un classique qui évoque des amis partis descendre une rivière en canoë et qui croisent la route de 2 rednecks. Un viol s'ensuit et le cauchemar est en marche. Je l'avais pas vu depuis 20 ans environ ce film et au final, le film ne ressemble pas du tout à celui que j'avais en tête. Il y a des scènes magistrales comme le duel de banjo dont on écoute tout de suite un extrait.
d'autres scènes ultra marquantes comme le viol ou le retour à la civilisation, mais également de grosses longueurs. Alors moi, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin en le revoyant. Je me suis dit qu'il y avait quand même des gestes de chef-d'œuvre dans ce film, mais il y a aussi des gros trous d'air. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais démarrer avec Meryl. Non, moi je l'ai encore repris dans la gueule. Je l'avais des moments, des moments où ça... T'es tout le temps pris par l'histoire. Ça démarre tout doucement. T'as pas vraiment le temps de t'ennuyer en fait, parce que tu sais pas où ça va en fait. Tu sais qu'un truc, c'est qu'ils doivent descendre la rivière, et du coup, je trouve que on peut dire que le film il est coupé il y a quoi? Il y a 4 grosses scènes en fait. La scène de banjo au début, Environ, ouais. La scène de viol, machin, etc. Alors, ouais, il y a juste le petit truc, c'est le steak qui sort de la jambe de Burt Reynolds. Bon, ça c'est peut-être plus en passer. L'escalope de dinde, je crois. Voilà. J'ai dit un taco, moi. Mais voilà, non, pour moi, ça reste un chef-d'œuvre. Déjà pour l'interprétation. Alors, tu vois, je connaissais pas trop John Voight, mais j'étais déjà un petit peu soufflé par lui dans Macadam Cowboy. Et là, c'est pareil. Je trouve que c'est le meilleur des trois. Il est excellent. Alors après, ouais. Après, une mention spéciale au Porky Pig, hein, parce que, faut la faire la scène, hein, mon pote. Ned Betty. Ouais, merci pour. Alors, Meryl, juste avant de donner la parole à Ben, moi je voulais revenir aussi sur John Voight, tu as raison, excellent acteur. Moi je trouve que la scène, encore une fois, la scène de fin où il éclate en sanglots dans le repas, je le trouve très très bon, parce que c'est quand même assez délicat à jouer, il le fait très bien. Bon, c'est devenu un énorme droitard dans la vie publique, hein. John Voight, c'est extrême droite, c'est Trump et compagnie, mais bon, il a été excellent en tout cas dans les années 60-70. Et moi, c'est un film, des fois je trouve qu'il y a des films qu'on se crée, quand on s'en rappelle, on se dit tiens, je me rappelle de cette scène-là, du déroulement du scénario, et en fait, c'est pas du tout le cas quand tu le revois. Et moi, dans ma tête, John Voight était seul et allait dessouder les mecs les uns après les autres, alors que tous ses potes étaient morts. Bon, comme quoi on s'invente des choses. Ben, qu'est-ce que tu en as pensé? Je crois que t'es pas aussi dithyrambique que Meryl. Un petit peu moins. Après, ça reste un bon film, hein. Je vais pas cracher dans la soupe. Non, un peu moins. Moi, je l'ai vu aussi plusieurs fois, gamin. Je l'avais pas vu depuis une quinzaine, et grosso modo. Et ouais, j'en suis un peu revenu aussi. Alors, justement, tu vois, gros truc avec les chiens de paille dont on vient de parler. Pour moi, c'est quand même deux films assez similaires, tu vois, aussi sur la violence, qui à la même époque. Des autochtones. Les autochtones, effectivement. Les hillbillies, là, pour le coup, c'est des vrais. Ouais. Petit truc aussi, Peckinpah, justement, donc qui fait les chiens de paille. Normalement, c'est lui qui devait faire Deliverance. Ouais. Et donc, il s'est barré parce qu'à mon avis, il n'a pas senti le coup. Il a préféré, je pense, les chiens de paille. Et ils sont partis sur Borman. Mais alors, après le casting... c'est même étonnant, hein, d'ailleurs, parce que ça ressemble pas trop à Borman, moi, je trouve. Il y a les longueurs, comme dans tous les films de Borman. Ouais. Après, le casting, c'est un truc de dingue aussi. Le rôle de Lewis... Il y a eu, alors attends que je dise pas de bêtises. Tiens, on parlait de connard d'extrême droite. Il y a eu Charlton Heston qui était prévu de faire le rôle. Ouais. Gene Hackman, Henry Fonda, James Stewart, Donald Sutherland et Steve McQueen. Qui voulait absolument Borman et qui a dit non, finalement il le fait pas. Même Brando et Lee Marvin. Non, mais tu vois, c'était un truc de dingue. Heureux d'avoir échappé à ça quand même. Et c'est Lee Marvin apparemment qui a réussi à convaincre qu'il fallait prendre Burt Reynolds. Et du coup, qui va relancer Burt Reynolds. Je connais pas trop la carrière de Burt Reynolds, en fait. Ah, il jouait les gros bras dans des petits films, mais là, c'est vraiment le film qui l'a mis en lumière et qui a montré qu'il savait jouer. Ouais. Ah ouais, et surtout qu'il savait porter des fringues hallucinantes, quoi. Ouais. Genre l'autre, il est quand même habillé, on croirait qu'il va sur un casting de film de science-fiction, quoi. Carrément. Et ouais, non. Après, il y a quelques trucs. Bon, bien sûr, la scène du banjo du début, qui est fantastique, qui nous a... marqué pendant des années. Moi, j'aime bien la découverte de la rivière, qui dure rien, hein, qui dure 30, 40 secondes, mais tu sais, avec cette espèce de truc doré, un peu à la mallette de Pulp Fiction, quoi. Tu sais pas ce qu'il y a, mais tu vois un truc doré. Quelques trucs, surtout l'après scène de viol, quand ils décident qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, pour moi, c'est le tournant du film, toi, où là, les mecs, non, les gars, faut appeler les flics, et ouais, voilà, pour moi, c'est la scène du film. Alors après, certes, des beaux... des super décors, cette espèce comme si cette zik au banjo qui revient, tu vois, c'est lancinant, un peu la Deadman, tu vois, le truc qui revient tout le temps avec d'autres gammes. Tu vois, il la joue sur d'autres gammes, sur d'autres trucs, mais c'est toujours le même truc qui revient tout le temps. Ça va vraiment bien avec cette rivière. Je vais pas revenir sur Aguirre, mais moi je vois vraiment... toi, pour moi, c'est un mauvais Aguirre, quoi, ce truc-là. Tu vois, les mecs, et plus ça avance, bon, ok, il y a la scène quand même, les derniers rapides, là. Elle est fantastique, quoi. Tu sais, machin, il est même pas dans le machin avec son tacos sur la jambe, là, Lewis. Il est même plus dans le canoë, quoi.
Alors, juste petite précision, en plus, pas de budget. Ils avaient quand même 2 millions, je crois, mais pas suffisamment de budget. Pas de, Ouais, il y a du thune. pas de cascadeur, pas d'assurance, rien du Ouais. tout. Hein. Et il y a même Ça se Reynolds- voit, ça se voit. Ouais, à fond, ça se voit. Tu vois bien que sur leur Mm. visage, tu vois bien qu'il y a des moments où ils flippent, hein, les mecs, hein, de Ouais. toute façon. Bah, Ouais. Pas autant que dans Aguirre. Hein. Ouais. Dans Aguirre, ils ont encore plus les flips que ça hein, sur les. Il y a même Reynolds qui s'est pété une côte d'ailleurs. Ouais, il s'est pété les Ouais. trucs. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis. Genre Mais là, c'est nanan, les mecs. Ils font la dernière scène. Donc l'autre, il est au milieu avec son tacos sur la jambe. Et tu vois vraiment dans les scènes dans le truc, il est même plus là. Ils ont même pas mis un mannequin ou un truc pour remplacer. Enfin, ça c'est quand même une faute énorme. Juste, ce que Meryl a dit, là, il y a cette espèce de scène hallucinante quand il arrive en haut de la falaise. On est en plein Las Vegas Parano, les gars. Tu vois, tu passes avec un filtre complètement psyché. Ben, justement, ouais, non, je te coupe, mais parce que Vilmos Zsigmond, le directeur de la photo, c'est un mec qui a beaucoup expérimenté, qui est un peu une référence Ok. dans le monde de la photo, et je pense que des fois, il expérimentait un peu de trop, tu vois, d'où cette Là, scène. ouais, c'est trop d'un coup. Toi, si encore ils avaient amené un peu le truc, là, c'est vraiment trop d'un coup. Tu passes d'une image normale à un espèce de trip sous acide. Là, quand même, Ouais. la scène, elle est quand même fantastique. Quand Voight, il réussit à transpercer la gorge là, du Hillbilly avec son truc en même temps, en se plantant une flèche dans lui. Alors qu'il a un Parkinson pire que ma grand-mère de 90 ans. Enfin, il y a quelques trucs qui sont quand même un peu chauds là-dedans. Après, moi, je t'accorde, la dernière scène est fantastique. Tu vois, quand il craque complet à table. Ouais. Pour moi, c'est la deuxième grosse scène du film. Je suis d'accord. Après, non, moi, les gars, je serais pas aussi sympa que vous avec. C'est un bon film. Ouais, j'ai noté avis général, pas mal. Ça résume mon truc, c'est pas mal. Un petit trivia, juste un petit trivia comme ça, c'est James Daikie, hein, l'auteur du roman qui est à l'origine du film, il joue le shérif à la fin. Voilà, l'auteur du film, voilà. Et moi, ce que je voulais rajouter, Meryl, juste un petit truc, c'est que je me suis dit, mais il me manque un truc dans ce film-là, j'arrivais pas à saisir quoi. Et quand je repense à des films comme Frisson dans la nuit ou comme Les Chiens de paille de la même année, je trouve qu'il manque un décalage, en fait. C'est peut-être, il y a un esprit de sérieux qui est un peu trop fort, il manque un petit truc décalé pour que l'horreur soit peut-être encore plus forte, bizarrement, parce que le cauchemar reste trop sérieux pour moi. Et bizarrement, c'est à cause de ça que je rentre pas à 200% dans le Alors, film. du coup, moi, je dirais peut-être justement, moi, c'est ça qui me fait ressentir un peu ce malaise-là, c'est que, toi, c'est les 3 mecs qui ont réussi leur vie, apparemment, ils sont mariés, machin, etc. Et c'est justement ça, c'est que le film montre que peu importe ta stature, peu importe la confiance de Reynolds qui se prend pour le chef, qui tire à l'arc et tout ça. Bear Grylls. Mais peu importe tout ça, une fois que tu es paumé au milieu de la nature, il peut t'arriver les pires merdes. Et moi, je trouve que c'est ça qui fonctionne à chaque fois chez moi. Mais tu vois, juste pour revenir à un détail, par rapport à Waking Fright, là, les autochtones, Délivrance, c'est un truc qui est devenu une référence dans la pop culture. Et moi, je l'ai déjà cité au moins 3-4 fois, je suis sûr, dans les podcasts qu'on a fait. Et à chaque fois, c'est pour ça, justement, c'est que là, les autochtones, leur rôle, c'est parfait, quoi. Ils sont très bons. Le mec qui se fait buter par John Voight, d'ailleurs. Non, c'est pas John Voight qui le Non, tue. mais c'est Burt Reynolds. C'est Burt Reynolds. C'est Burt Reynolds, C'est ouais. Burt Reynolds, ouais. Ouais. Lui, il est incroyable. Il a vraiment une gueule de méchant. Il aurait pu jouer des méchants pendant 30 ans, lui. Il hein. aurait dû donner des cours à C'était Marion parti. Cotillard, parce que sa mort est géniale, quoi. Arrêtons avec Tu me Marion lances, Cotillard, Meryl. la pauvre. Non, mais justement, tu me lances. Parce que moi, je suis désolé, les gars, mais il y a quand même le petit prix Marion Cotillard de chaque année. Bon, là, il y a un bon candidat. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Celui qui a le prix Marion Cotillard, c'est dans Aguirre. C'est le mec qui prend le truc. Oh, j'aurais cru que ça ferait plus mal que ça. J'ai Ah, voilà. cité aussi. Bon, ouais, voilà. ouais, Lui, bien sûr, Ah, il ouais. a le prix Marion Cotillard, mais là, il est pas mal non plus, quand même. Le mec qui prend la flèche dans le cœur, qui meurt. Moi, je suis assez pour faire un prix Marion Cotillard à chaque année. Hein. Là, je pense que c'est Aguirre qui l'avait, mais bon, juste lui. Et, parce que je sais que t'es pas très branché film d'animation, mais moi, j'ai un fils de 9 ans, et j'ai trouvé d'où vient Martin, le copain de Flash McQueen. Eh oui, les mecs. Si tu vois la camionnette des Hillbillies, là, tu sais, quand ils font l'espèce de course en bagnole où Lewis fait n'importe quoi. Quand il cherche la rivière, au début. Ouais, quand ils cherchent la rivière, regardez ce truc-là. Ah non, vous n'avez pas d'enfants ni l'un ni Non, l'autre. mais les gars. on va emprunter nos Quand vous en aurez, vous comprendrez. Vous verrez que la camionnette des Hillbillies, c'est Martin, le copain de Flash McQueen. Voilà. Juste, je termine là-dessus, mais je vous jure que c'est pas des conneries. D'où l'utilité Et d'avoir des mômes. L'utilité d'avoir des mômes. D'ailleurs, dès cette scène-là dont tu parles, Ben, dans la scène au début où ils sont dans les camionnettes, on voit qu'il n'y a pas de cascadeur et on voit qu'il galère. John Voight, on voit qu'il n'est pas très à l'aise sur la Ah bagnole. ouais, non, carrément. Ouais. Alors justement, je parlais de films qui ont un humour ou du moins un ton décalé, qui rendent le cauchemar encore plus malaisant. On va en venir au top 1 de cette année 1972. C'est le chef-d'œuvre, c'est le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. C'est Orange Mécanique. Il y a d'autres chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick. Avant de parler d'Orange Mécanique en soi.
Alors, justement, quel est votre Kubrick préféré à l'un et à l'autre? Moi, c'est Je vous compliqué, écoute. c'est comme si tu me demandes mon musicien préféré, dude. Non, je peux pas. Franchement, je peux pas te donner mon Kubrick préféré, c'est pas possible. Ok. Non, il y en a que j'aime un peu moins. Non, mais je ne réponds pas à cette question. Pour moi, j'ai pas de Kubrick préféré. Je vénère Kubrick et j'ai pas de Kubrick préféré. Eh bien, ça tombe bien, comme ça, je Meryl. vais pouvoir m'opposer un petit peu. Moi, j'ai pas vraiment de Kubrick préféré, tout simplement parce que je suis pas très très fan. Euh, pour moi, les films de Kubrick, alors peut-être mis à part Shining, hein, mais et puis j'ai pas tenu sur Eyes Wide Shut, mais pour moi, les quelques films de Kubrick que j'ai vus, c'est surtout des films qui sont marquants par leur provocation. Bon, après, il y a toute la mise en scène, tout le génie du réalisateur, hein. Mais Orange Mécanique, tu vois, c'est pareil. Je peux pas dire que j'aime ce film. C'est un film qui me fait énormément de choses parce que de toute façon je vois pas comment on peut rester indifférent face à ça, mais c'est pas un film que je regarde régulièrement par Ouais. exemple, tu vois. Il y a ce truc malaisant justement, et c'est là qu'il est très fort, hein, lui, et qui fait que c'est pas un film que je regarde avec plaisir. Non, mais justement, Meryl, tu me fais une transition parfaite, parce que moi, c'est le seul film de la liste que j'ai pas revu, parce que je l'ai tellement vu quand j'avais entre 15 et 20 ans, je l'ai tellement vu et revu que le film est encore totalement présent dans mon cerveau et surtout dans ma psyché. Et en fait, c'est un film qui me met tellement mal après, que j'ai du mal, entre guillemets, à m'en remettre. Je trouve ça un peu ridicule, les gens qui parlent de ça quand ils ont lu un bouquin ou regardé un film. Et moi, c'est vraiment un film qui me met mal, mais que je trouve incroyable parce qu'il me rentre vraiment dans la peau et j'arrive plus à m'en dépêtrer. Ben, je crois que tu es absolument fan de ce film. Qu'est-ce que tu peux dire pour parler de ce film pour les chanceux, on va dire, qui l'ont encore jamais vu? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comment tu pourrais leur donner envie? César. Attends Ben, je t'interromps. J'avais juste prévu de dire un truc, Vas-y. et comme ça va le Vas-y, lancer. vas-y. Kubrick disait d'Orange Mécanique que c'était une satire sociale qui posait la question de savoir si la psychologie comportementale et le conditionnement psychologique sont les nouvelles armes dangereuses pour un gouvernement totalitaire qui cherche à imposer un vaste contrôle sur ses citoyens et les transformer en robots. Le film est mieux que le Et puis texte. le mieux Ouais. que le mec il dit aussi. Parlons d'Avochka et Tolchok, mes frères. Non, moi bien sûr, je l'adore, mais j'adore tous les Kubrick. Alors je suis même pas le meilleur critique pour en parler. Euh, et après, j'ai dit à Meryl avant, on risque, moi ça risque de partir politique trop là, quand on parle de ce film. Comme il vient de citer ce qu'en pensait Kubrick, c'est un film où à un moment, pour soigner un mec de la violence, on va lui injecter un truc. Moi, tu peux pas faire pire qu'en ce moment. Tu vois. Là, je l'ai vu, je sais pas, 20 fois, 30 fois ce film. Là, je l'ai regardé vraiment d'un autre œil, où je vois vraiment. Enfin, moi, j'ai pas de télé, heureusement. Mais si je pense que j'allume ma télévision, c'est exactement ce que je verrai à la télévision. C'est toi, la façon dont il traite là, de la violence, parce qu'il traite que de ça. Ah oui, c'est un film sur la violence, hein, Les scènes d'ultra-violence. Ultra-violence. ultra-violence, ouais. Mm. Oui, c'est l'esthétisme, hein, de toute façon, qui a... Ouais, Ouais, pour moi, ouais. c'est pas ultra-violent. Enfin, c'est beaucoup moins violent que si j'allume BFM ou LCI ou LCI. Ouais, non, je sais oui. pas quoi. Ouais, non, mais en Les gars. 72, hein. Ouais, toi, tu ouais. parles en 72. Moi, je trouve les chiens de paille plus violents que ça, hein, mais. Mais bah, non, parce que tu sais, la violence n'est pas montrée de manière, alors, je vais pas dire positive, mais tu vois, pas aussi esthétique. Les chiens de paille, c'est crade, c'est sale, etc. Ouais, Là, ouais, c'est pas sale du tout, hein, la violence. Ah mais non, mais là c'est Kubrick. Voilà. Voilà, c'est Kubrick. Enfin, je ne sais pas vous. Pour moi, c'est le roi de la caméra et de tout. Tout est fantastique. Ah oui. Alors, après, comme il n'y avait pas de remake à me taper, vu que je suis censé être Monsieur Remake et qu'il n'y avait pas de remake, je me suis refait le bouquin, moi, les gars, que j'avais pas lu depuis 20 ans. Et le Natsat. Anthony Burgess. Le Natsat, c'est la langue qui parle. Ouais. Qui est ingérable quand tu lis le Avec bouquin. ses droguises. Voilà, c'est une horreur. Si t'as pas le lexique à la fin, tu comprends rien. Et après, finalement, genre au bout de 20-30 pages, tu commences à aller moins vers le lexique. Parce qu'en fait, ça rentre assez vite. Burgess, en fait, quand il fait le bouquin qui donnera le film, il a assisté au viol et au meurtre de sa femme. Enfin, tu vois, c'est un truc atroce. Par des GI à Londres dans les années 40, je ne sais plus quand. Donc je pense que même le film c'est de la limonade à côté de ce que ce mec qui est un linguiste justement, peut-être pour ça le Natsat. Après ouais, il va un peu contre on va avoir, j'espère, Barry Lyndon juste après. Enfin, c'est pas un Kubrick. Il a fait Docteur Folamour juste avant. Lolita. Là, il change complètement Kubrick. Il passe carrément de l'autre côté parce qu'il est tombé amoureux du bouquin de Burgess. Voilà, après je veux pas trop parce que ça passera pas mon truc, hein. Mais moi je vois vraiment un énorme rapport entre ce film et ce qui se passe aujourd'hui où on impose aux gens d'aller se faire vacciner comme des cons contre n'importe quoi. Bon là on veut vacciner des gens contre la violence.
Aujourd'hui, on vaccine des gens et on les force à regarder la télé, comme lui, hein, où on lui impose, on lui met des trucs pour lui ouvrir les yeux. C'est Et on une, le des, une force. des scènes mythiques hein, d'ailleurs du Mais film. franchement, dude, moi, tu me fous des machins comme ça et tu me forces à regarder BFM, je suis pire que lui, quoi. Non, voilà, en gros, on va revenir. Le truc, c'est l'humain primaire. Et je pense que c'est Burgess, hein, il veut déjà faire ça. En fait, il t'explique que l'humain, il est comme ça. Il a besoin de violence. Et après, une fois que tu prives l'humain de ce truc-là, qui est organique, c'est Burgess qui l'explique. Au départ, l'humain est De ses organique. repères, quoi, du bien, du mal. Il etc. devient mécanique. Alors Orange, pourquoi? Parce que Orang, en malais, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça, parce qu'il a été là-bas et c'est un linguiste, Orang, c'est homme. Je pense comme orang-outan. Et donc Orange mécanique pour ça, parce qu'une fois que tu as privé le mec de tous ces trucs, il devient mécanique. Alors par contre, c'est bien comme anecdote parce que j'ignorais complètement et je me demandais d'ailleurs pourquoi il avait appelé son film Orange Mécanique. Je pense que c'est pour ça, le Orang qui veut dire homme, et mécanique pour le côté où on l'a bloqué. J'avais la même explication que toi, Ben, donc je valide, ouais. Ok, écoute, c'est super. Oui, je ne t'entendais plus, pardon. Non, mais c'est passionnant, là, donc je t'écoute. Moi, c'est violent. C'est un des films les plus violents que je connaisse. Et pas du tout pour les scènes de violence, en plus, moi. C'est pas, toi, les scènes de viol, les machins, c'est pas du tout les scènes qui font que c'est violent. C'est le thème de ce film. Non, mais le fait que les héros du film, ce soient eux, c'est ça surtout. Parce qu'ils sont vraiment des héros du... Bon, à la fin, ça finit comme ça finit, mais c'est eux les héros du film, tu vois. Et la violence, elle est bien montrée sûr. de manière que c'est En fait, c'est une tranche de vie et la violence est montrée comme une activité comme une autre. Tu vois, les mecs vont au bar, etc. Et puis de temps en temps, ils violent une nana, ils défoncent un mec, un SDF. Après, le bouquin, voilà, il fait pas tout sur. Le bouquin, il se passe en fait dans une époque qui est un peu dans le futur. Bar, les choses comme ça, où là, t'es plongé dans l'esthétisme des années 70 avec le plastique partout, Ouais, les puis machins ronds, les gens couleurs mélangés, toi, marron, t'as des chanteuses d'opéra ouais. mélangées avec des droguises, Ouais. enfin, avec des petits bras qui violent et genre le rapport à l'argent, où ils en ont rien à foutre de l'argent en fait. Ouais. Ils piquent l'argent aux gens, mais ils en ont rien à péter de l'argent. Mais ils ont le pouvoir Ouais. en fait, tu vois, sur tous les autres. T'as la vie d'Alex qui est, toi, on va dire organique, avant qu'il devienne mécanique, la prison. Et puis après, la troisième partie, voilà, hein, où ça y est, il a eu sa dose, on l'a forcé à regarder la télé pendant un bon moment, et c'est devenu, voilà, une merde, hein, désolé du passage. Qui se fait défoncer par ses potes. Qui se fait défoncer par ses potes. Voilà, une petite phrase du mec qui dit pendant qu'il est dans la baignoire, quand il revient la deuxième fois chez lui, et qui explique, alors donc depuis ces derniers mois, on recrute des brutes furieuses en guise de policiers, on instaure des techniques dégradantes et dangereuses de lavage de cerveau, on a déjà vu ça dans d'autres pays. Ce n'est que l'ombre du poignard. Bientôt, sans même nous en apercevoir, nous serons écrasés sous le totalitarisme. 1971. Enfin, moi, j'ai revu ça. C'est pas possible, quoi, les gars. Il l'a filmé hier, Kubrick, le film. On a compris, en tout cas, ton amour pour le film, mais ouais, t'es vraiment passionné, c'était intéressant. Je te laissais parler parce que moi, je suis plus dans le ressenti que dans l'explication pour ce film-là. Et c'est ce que je me disais en y repensant, c'est que c'est un film, à mon avis, qui peut éveiller des choses chez chacun de nous, des choses différentes. Je pense qu'il y a des gens qui prennent la violence de plein fouet, les scènes de violence, comme tu leur parlais. Il y a d'autres qui vont prendre justement la deuxième partie de plein fouet en disant on vit cette époque-là totalitariste, etc. Et en fait, moi, c'est un film c'est vraiment un cauchemar. Et je pense que ça vient de la réalisation du Kubrick, hein, qui est toujours hyper léchée, parfaite, mais en même temps cauchemardesque avec ses grands angles, voilà, des scènes dont on se rappelle. Et puis alors, obligé, avant de donner la parole à Meryl, la musique de Wendy Carlos, qui est pour beaucoup dans la folie du film. On peut en écouter un petit extrait. Voilà, Wendy Carlos qui a fait cette musique-là, qui est une artiste très particulière, voilà, qui a inventé une sorte de son. Meryl, on t'a pas trop entendu sur le film, donc toi tu disais que c'était un film voilà, que tu n'avais pas plaisir à revoir, mais est-ce que tu saurais communiquer ton envie ou ta peur de le revoir à des gens qui ne l'ont jamais vu? Comment est-ce que tu leur donnerais envie? Alors c'est un film que j'aurais pas plaisir à voir, mais c'est un film qu'il faut voir. C'est un film très important de toute façon. Ouais. Mais moi, encore une fois, je suis pas super fan de Kubrick, mais comme beaucoup de ses films, de toute façon. J'ai vu Eyes Wide Shut, mais j'ai jamais pu finir. Enfin, bref. Comme Tom Cruise dans le film. Ouais. T'as jamais pu finir.
Ouais, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire sur le film, toi. Le malaisant, voilà, il le fait comme ça. C'est le mélange entre esthétisme, violence et monde apocalyptique, modernité. C'est tout ce mélange-là, justement avec ses grands cadres, etc. Il a 50 ans Tout d'avance. ça, moi. Ouais. Juste pour l'anecdote, par contre, donc, faut quand même noter que c'est un film qui est sorti au cinéma, hein, qui a fait un foin pas possible, qui a été interdit, et il a fallu 24 ans avant qu'on puisse le voir. Exactement. Chez nous, il est sorti puis ressorti en 94. Ouais, voilà. Et en Angleterre, voilà. je crois qu'il a été censuré pendant 20 ans ou un truc comme ça. Ouais. T'es sûr de toi, César? Parce que moi, j'avais noté, il y a eu une première diffusion à la télévision et c'était en 96 sur Canal. Alors moi j'ai encore le souvenir parce que j'avais le magazine, tu vois, genre Studio Magazine aux premières avec la pub, le film que vous n'avez jamais pu voir sorti en VHS 94-95. Ouais, bon, ouais, voilà quoi, 96. Voilà. Ouais, d'accord. Mais à l'époque, quand il était sorti en vidéoclub, c'était la folie parce que les gens avaient l'impression que c'était vraiment le film dont qu'on ne verra jamais, comme disait René Château, quoi. Voilà, donc c'était un événement. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que le film est un prototype. Hein. On n'avait jamais vu ça avant, on ne le reverra plus jamais. Et il était question d'un remake, justement, Ben, il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années, avec un pubard réalisateur anglais qui voulait en faire un remake moderne. Je pense que c'est une aberration. Il ne faut jamais y toucher à ce film. Petite trivia aussi encore sur ce film. Est-ce que vous savez, donc dans la fameuse scène du viol, Singing in the Rain, on voit une espèce de colosse, vous savez, qui habite dans la maison avec le couple. Vous vous rappelez de Après, au retour. Au retour, pardon, oui. Il a des grosses lunettes, il est gaulé, il doit faire 2 mètres de haut. Alors c'est David Prowse qui joue ce rôle et vous savez qui est David Prowse? Ben, bien sûr que non. C'est Dark Vador. Non. Voilà. Excellent. Voilà. Putain, pourtant j'ai bûché sur le truc, je n'ai pas trouvé celle-là. Voilà, donc c'était un culturiste qui faisait 2 mètres de haut et donc ils l'ont pris dans ce film. Il est décédé l'an passé, David Prowse. Donc voilà, donc ce qu'on peut dire, hein, on va pas être très originaux en le disant, mais bon, c'est un chef-d'œuvre. Meryl, toi, il serait peut-être pas au rang de chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est un film à voir dans l'histoire du cinéma. Si il doit en rester 100. Je pense qu'Orange Mécanique est dedans, quoi qu'il arrive. C'était une année, voilà, placée sous le signe du viol et de la violence, hein, quand même. 72, la Terre ne devait pas aller très bien à cette époque-là, quand même, je pense. On a fait la sodomie en 71. Hein, c'est vrai. D'ailleurs, l'année 73 sera beaucoup plus douce. Voilà, ce sera plus calme. Mais je t'avoue que moi, en tant que végétarien pur et dur, ça va me faire un peu bien, parce que entre les saucisses humaines, les viols de poules et j'en passe des meilleurs, ça va me faire du bien. Ce sera plus la France des Gauloises et la France des toiles cirées dans le prochain. Voilà. Tant qu'on se tape pas un Jean Eustache, c'est parfait. On en reparlera. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très loin. On a mis quasiment 2 heures, mais on fera un peu de montage derrière. C'était top, en tout cas, comme d'habitude. Merci Ben. Bah, c'est moi qui vous remercie, les gars. Merci Meryl. Merci aussi. Et on se quitte malgré tout avec encore un petit extrait de la BO d'Orange Mécanique parce qu'on ne s'en lasse pas. À très vite pour l'année 73. Désolé, c'est lancé, ça y est, reprend, je suis désolé. Donc on reprend dès le début, on est d'accord. Pardon, je suis désolé. Je vais refoirer mon bienvenue à tous, on va entendre une bouteille faire. Oh, Et voilà, c'est merde. reparti. Ah, bah non.